streaming est lancé. Ah, ok, je dis pas de bêtises alors. Si. Ce qui est marrant, c'est qu'on est un peu la seule chaîne Twitch de l'univers où on sait pas de quoi on va parler quand on lance le live. Mais c'est ça Et qui est ça, c'est bon. une belle introduction. C'est ça qui est bon. Nous sommes en ligne. On va attendre que les gens nous rejoignent comme d'habitude, mais je sais qu'il y en aura qui seront déçus, déçus de ne pas voir le visage doux et angélique d'Antoine Pimel Et ce je le soir. prendrai très mal, hein, sachez-le d'avance. Vous avez l'autre visage doux et angélique de Benjamin Moubèche qui est avec nous ce soir. Bah, quand même beaucoup plus doux et angélique que celui d'Antoine, hein, je C'est suis vrai, désolé, c'est mais vrai, c'est vrai. Il y a il y a moins de poils sur le visage, de choses qui pourraient. je me suis pas Ah. rasé aujourd'hui, donc tu vois, Et ça tu fait sais que moins j'allais te dire que ça te bébé. vieillit, j'allais dire que t'as pris de l'âge et de la maturité Et puis c'est pareil, c'est physique. mes cheveux en arrière, tu vois, mes cheveux ils sont là et que je suis tout à fait sans pilosité faciale, c'est vrai que j'ai une tête de bébé. Ça, les gens aiment bien, bizarrement. Après, j'ai Euh, des haters, hein, mais je pense que tous mes haters sont chauves ou ont une calvitie. ah, c'est-à-dire que tu m'inclus dedans en fait. Théo aussi. Attention, je dis pas que tous les chauves sont mes haters, je dis juste que tous mes haters sont des chauves ou ont une calvitie. C'est différent. Enfin, aux éléments logiques. Très bien. Et bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Riton, bonjour Maywen Lavenant, bonjour Pedro, bonjour Etiel BVX. Salut Gis. Oui, il a changé Antoine, hein, effectivement. Ouais, il est un peu moins grand, un peu moins doué avec son hook, mais Moins bien meilleur fatigué, shooter. moins fatigué que d'habitude. Pas en train de manger parce que chez Benjamin, il est quoi? Il est 16 h chez toi, là, 16 h 10. Oui, c'est ça, et je ne mange pas, je ne nourris pas, donc ça aide aussi ce phénomène-là. Je suis chauve mais pas hater et je dois bien admettre que capillairement, le niveau monte. Ouais, oui. Ah, c'est ça, Alors hein, attention. là, il faut savoir que Benjamin a mis à peu près 17 minutes pour se coiffer. Euh, Je suis pas tout coiffé, j'ai mes cheveux dégueulasses pour être tout à fait honnête, mais c'est la late session, voilà. On ne voilà. se coiffe pas pour la late session. Le salut de Saint-Malo. Vive Saint-Malo, une de mes villes préférées en France, sachez-le. Merci de Rico Sonic. Une, euh, une ville que j'aime beaucoup moins personnellement, donc voilà, Tu comme nous ça on expliqueras, équilibre. tu nous expliqueras, tu nous expliqueras pourquoi dans une late session spéciale géographie et ville de France. Et écoute, avec plaisir, sachant que je ne peux pas citer les départements de Bretagne alors que j'y ai vécu pendant 15 ans, ça va être beau, tu vois. Est-ce que tu Non, viens de je n'ai pas te... trouvé de baume à lèvres. Ah, tu sais que ça a beaucoup fait parler, cette histoire de lèvres sèches pendant ce dernier Mob Deep en direct de Central Park. Et j'ai regardé les commentaires, effectivement, le labello était le thème central des commentaires plutôt que Victor Wembanyama. Au moins ça change, mais non, j'ai pas. Enfin, en fait, vu que j'ai pas de voiture, quand je suis de retour à San Antonio, pour faire mes courses, c'est compliqué. Je suis un peu à la merci des livreurs. Voilà, il faut que je prenne un Uber pour aller faire mes courses, mais c'est un petit peu trop d'investissement quand même. Et du coup, bah là, j'ai pas de labello. Et à New York, j'ai pas le temps de trouver un labello. Donc désolé les gars, mais il y aura pas de labello dans la late session. La Bello Ball. Pardon, désolé, c'est le genre de kick qui me tue, mais... C'est Euh, très beau. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver de nous rejoindre. Benjamin, tu as eu ton accréditation pour la saison, nous demande-t-on. Alors, j'ai pas d'accred pour la saison et c'est quelque chose que je vais essayer de négocier avec la NBA après. Parce que normalement, les médias internationaux n'ont pas d'accred pour la saison. Mais en fait, je suis accred match par match et même quand j'oublie de m'accréditer, après, j'envoie un mail au mec de la NBA en mode désolé, j'ai oublié de m'accréditer, est-ce que c'est pas trop tard? Et le mec, il me fait je t'ai mis sur la liste parce que j'ai vu que tu t'étais pas inscrit, je me suis dit que c'était une erreur, donc je t'ai mis sur la liste quand même. Du coup, c'est quoi l'intérêt de donner moi une accréditation pour la saison si de toute façon vous m'accréditez à tous les matchs par défaut? Donc bon, on va dire que je suis accrédité pour la saison, c'est plus simple. Oui. Mais moi, ça m'avait fait un peu ça aussi. Enfin, chaque mois, il y avait un renouvellement On m'annonçait les matchs auxquels je pouvais aller, auxquels je pouvais pas aller. Et puis, par chance, j'avais quasiment pu tous les faire. Mais Et salut à tous en ceux plus, qui nous rejoignent également. Kerry, oui, ça y est, enfin en live. On t'a vu dans les commentaires des vidéos YouTube si c'est bien toi. incroyable. Et donc, Mais oui, en plus, on ouais, me laisse aller vas-y. à tous les matchs, tu vois, c'est pas comme s'il y avait des trucs. Ouais. Je leur ai demandé, est-ce qu'il y a des fois où je risque où je risque de pas être à cred? Ils m'ont dit non, t'inquiète, t'es à cred pour toute la saison, tous les matchs que tu veux, etc. Et du coup, donnez-la moi la cred. C'est le système, Mais bon, c'est le système le problème. Voilà. Est-ce que comme James Harden, tu es le système, Benjamin? moi je dirais que je suis le système Mob Deep, comme Antoine est le système Late Session d'ailleurs. C'est vrai. Et donc, Désolé, hein. pour tous ceux, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, Antoine est souffrant.
Antoine se repose ce soir, il est même pas allé à l'entraînement, c'est pour vous dire. Ce grand athlète qui est Antoine, qui ne manque jamais un entraînement, il est quand même un peu fiévreux. On va le laisser se reposer. Et pourtant, il aurait aimé être là parce qu'il me disait qu'il aurait aimé présenter ce dont on parlait notamment ce matin aussi dans le CQFR, ce livre Et qu'on vous propose. est-ce qu'on ne doit pas en parler quand même, malgré son absence, quoi? Bah, Ça me paraît intéressant. en sachant qu'on est peut-être les deux qui avons le moins contribué. Ah bah, tu vois, moi, j'espérais justement que toi, tu sois vraiment bien calé là-dessus, parce que moi, je ne sais rien de ce truc-là. Alors, si J'ai fait exprès de. je Tu vois, sais moi, quand j'ai même même pas lu fortement. la page de Rivers en me disant, comme ça, je vais venir, j'aurai des questions, je vais te les poser, et tu pourras tout m'expliquer, comme tu l'expliques aux gens du public, en fait. Je me suis dit Absolument. ça. Non, mais si, j'ai quand même contribué, mais Antoine, tête pensante du projet, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit dedans, et vous retrouverez sa patte si vous aimez Antoine, vous aimerez d'autant plus ce bouquin. Je vous ai mis le lien, Si, je si vous ai vous mis le êtes lien normal, vous ne l'aimerez pas. ouais, je vous ai mis le lien dedans, mais on peut vous en parler rapidement. Donc c'est un livre qui s'appelle une saison en enfer. Ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait dessus un peu en secret, parce que c'est une première pour nous. Vous savez ce qu'on vous propose d'habitude avec les MOOC notamment. Et alors, il y a de l'esprit MOOC dedans, sur l'habillage, sur aussi le ton que vous pouvez retrouver dedans, mais c'est une fiction qui vous permettra de suivre le quotidien d'une équipe de départementale pleine d'ambition, mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Et donc on chronique ça mois par mois avec des coupures et des respirations qui sont des portraits, qui sont des tops, des listes. Voilà, je vous en dis pas plus parce que cliquez sur le lien, allez voir un peu si ça peut vous botter. Moi du coup, en tant que non-joueur de basket de collectif, c'est-à-dire que j'ai jamais joué au basket dans une équipe organisée, mais j'ai joué au foot, j'ai quand même reconnu plein de choses, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et c'est pour ça que je pense que n'importe qui a, ne serait-ce que fréquenté un vestiaire ou participé à des compétitions, ou même pas en fait. Je pense qu'il y a tout le monde s'y retrouvera et on a mis tout notre cœur là-dedans. On espère que ça vous plaira. C'est probable qu'on vous en fasse gagner prochainement dans les late sessions. On trouvera des petits jeux un peu débiles comme on aime bien faire. On avait essayé de vous faire deviner nos âges, je crois, ou nos tailles, je sais plus ce qu'on avait fait là pour faire gagner des MOOC une fois. Et J'étais pas là, ouais, mais là, ça doit être bien marrant. ouais, c'était ça. Mais voilà, je suis en train du coup de regarder vos commentaires. Ouais. Oui, Antoine est souffrant. Il sera là demain matin, normalement, on l'espère. Hein. 1m72 pour Antoine, voilà. C'est ça. Ce qui voudrait dire que je suis plus grand que lui, ce qui est assez étonnant. Mais voilà. Ouais, ce serait un peu choquant. Mais même moi, en fait, j'ai vu des mails passer. Moi, je suis pas du tout dans le projet pour le livre. Mais en fait, rien que les mails que j'ai vu passer, ça m'a vraiment fait rire, sachant que j'ai pas fait beaucoup de sport co. En fait, j'ai fait beaucoup de sports différents, mais rarement 2 ans d'affilée. Donc, je la connais un peu quand même, l'ambiance de vestiaire. J'étais aussi Ouais. dans les vestiaires de gens, en fait, qui n'étaient pas forcément mon équipe. Et toute ma famille est une famille de sport collectif, donc j'ai comme cette base-là. Mais même sans moi-même pouvoir m'identifier aux histoires que je voyais passer par mail, moi, ça m'a déjà fait rire. Donc, voilà, je pense que c'est un pari assez safe de dire que le livre est marrant, que vous ayez joué ou pas, euh, que vous ayez une expérience du sport collectif ou pas, que vous regardiez la NBA ou l'Euroleague et tout. Je pense que c'est marrant dans tous les cas. Et pour le coup, si je dois reconnaître un truc à Antoine Pimel, et vous savez que ça me fait mal parce que c'est Antoine Pimel, parce que quand il veut être marrant, il sait le faire. Et je suis sûr que ce bouquin va être bien marrant et qu'il va bien sentir le saucisson et la bière. Pour être Alors, tout il à y a de fait. ça, il y a des pages qui sentent le saucisson et la bière, il y a d'autres pages qui sentent le vestiaire, tout simplement. Théo fait bien de mentionner parce que c'est une des grandes forces, je trouve, personnellement, du livre, c'est les graphismes de Vladislav Lakche qui avait déjà contribué pour nous, sur deux covers, notamment celle sur la défense, qui, moi, je pense, m'a préférée parmi les MOOC. Et voilà, il y a plein de bonnes choses dedans. Les frais de port sont offerts pour le moment, donc n'hésitez pas à vous ruer dessus. On vous le recommande. On en fera gagner un ou deux ici et là, ne vous inquiétez pas pour les fidèles de la Late Session. Et voilà, on voulait commencer par ça, par en parler un petit peu. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas, même si Antoine est le mieux placé pour y répondre, parce que c'est lui qui a mis le plus de lui dedans. Mais je pense qu'on est quand même capable de vous répondre, de répondre à tout ça. Sinon, Benjamin, comment ça va depuis la dernière fois? Bah, je sais pas quand c'était la dernière fois, donc je t'avoue, je sais pas exactement. T'avais fait un Déjà, petit je vois que ça passage dans la late, après il y a les Moop Deep, mais est-ce que pour l'instant, d'ailleurs, si vous ne regardez pas encore le podcast de Benjamin Moop Deep, alors de base le samedi, mais de temps en temps
De temps en temps, il Oui, arrive dans d'autres jours de la semaine pour des occasions spéciales comme quand tu étais à New York. N'hésitez pas à aller le voir toutes les semaines, il sera dedans. Mais du coup, oui, alors raconte-nous un peu comment ça va. Les gens te demandent si tu pars pour Oklahoma City dans la foulée pour aller voir le match. bah là, ça me paraît un peu tard quand même. Il y a 7 heures de route pour OKC. En vrai, j'ai regardé et j'ai même hésité, je vais pas vous mentir. Le problème du Texas en particulier, et ça touche tous les États-Unis au milieu de manière générale, c'est que c'est l'avion ou la mort. Parce que tu regardes les voitures, le covoiturage n'existe pas. Et c'est logique parce que pour traverser la ville et aller chercher tes covoitureurs, il faut déjà que tu fasses 1 heure, donc quel intérêt? Et en plus, les gens n'aiment pas tout ça, ils veulent leur voiture, leur espace personnel. Et c'est le Texas. Donc ça, c'est mort, tu peux oublier. Le train, c'est simple, littéralement, il fait le trajet en 2 jours. Ouais. C'est 7 heures de voiture, c'est 2 jours de train. Bon, je suis pas tout à fait partant. Les bus, c'était l'option que j'ai regardée. Mais en gros, il aurait fallu que je parte à 6 heures ce matin, puis que donc j'arrive à la salle pour éviter de payer une nuit d'hôtel parce que je suis un peu limité en termes de moyens. Il aurait fallu que je prenne un bus à 3 heures du mat et que je revienne ici dans la journée. Donc en gros, je passe 2 nuits dans un bus et je fais, je crois, 24 heures de bus au total. Pour, Donc c'était pour compliqué. aller voir un OKC San Antonio et imagine tu fais tout ça et puis il décide de mettre Wembanyama au repos ce jour-là. Ça aurait très bien pu arriver, donc je pense que tu fais bien de sélectionner tes dates. Ça me traumatiserait. Mais OKC Spurs, c'est un truc que je voulais voir, mais j'avoue que là, c'était un peu compliqué. Je me suis pris aussi au dernier moment parce que, en fait, pour l'instant, le côté un peu dur, c'est que je découvre encore la NBA et l'expérience NBA. Ça fait que 10 matchs. Et c'est vrai que je suis pas très organisé pour l'instant. Donc, en fait, je découvre le calendrier chaque semaine en mode, ah, cette semaine, on fait ça. Donc là, je suis pas parti à OKC aussi dans l'idée de me dire, je fais bien attention au calendrier, je sélectionne les matchs sur lesquels je vais aller, je prends du temps pour organiser mon travail. Comme ça, bah, la prochaine fois qu'on se voit dans la late, plutôt que moi en galère en mode, bon les gars, je découvre qu'il n'y a pas de train ici. Je le savais très bien, hein, mais je fais l'expérience de à quel point c'est vrai. Au lieu de vous dire ça, je vous dirais, mais je vais là-bas telle date, je vais là-bas telle date, et on fera un Mob Deep spécial tout en haut de Denver. Comme ça, on va s'éclater. Dans la montagne. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est le chaos total. Euh, c'est le bordel. Et je me suis fait même attraper par les Spurs parce que j'ai fait un tweet sur Devin Vassell où je disais que il m'avait l'air mécontent par rapport aux questions sur Wembanyama. Et je me suis fait attraper par les Spurs qui m'ont expliqué que non, ce n'était pas le cas, que c'était probablement une question de différence culturelle parce que j'étais français et que selon eux, Devin Vassell avait jamais entendu ça, etc. Donc Attends, quand tu dis voilà. ils t'ont attrapé, il y a quelqu'un de l'organigramme des Spurs qui est venu te voir te dire attention, ou est-ce que c'est via un tweet ou... Non, j'étais dans le couloir, je croise un mec, je fais hey, salut. Il me check pas. Donc moi, je suis comme un con comme ça. Je me fais comme ça. Et là, il me rattrape. Et je me dis, bon, il va me checker en retour. Donc effectivement, il me check parce que quand même. Mais, euh, mais en fait, c'était pas du tout pour ça qu'il s'est retourné. C'était juste pour me dire, Eh, j'ai vu ton tweet. Du coup, on a eu une discussion par rapport à ça. Et voilà, il a essayé de m'expliquer. C'était plus une discussion constructive qu'autre chose. Il n'était pas du tout en mode supprime ton tweet, machin, t'as des problèmes. C'était juste, il n'était pas d'accord avec moi. Je pense qu'il essaie de protéger ses joueurs aussi quand même. Hmm. N'empêche que c'est marrant d'imaginer que les Spurs lisent mes tweets. Et même, j'ai eu une expérience extrêmement particulière. À la mi-temps, je suis allé aux toilettes et un mec à l'urinoir est venu me voir et m'a fait t'es pas le mec qui a fait le tweet sur Devin Vassell? Ah non, Et mais c'est abusé. je lui ai dit si, si, c'est moi, c'est moi. Il a commencé à essayer de m'expliquer des trucs et tout, mais j'étais en train de faire pipi, d'uriner. Donc j'ai coupé court à la conversation et je suis retourné à ma place tout simplement. Voilà. Les gens commencent à se demander si c'était pas Greg Popovich lui-même qui t'aurait alpagué dans l'urinoir. Mais écoutez, si c'est J'imagine la possible, scène. le mec a un match à coacher, mais il va monter 2 étages, mais il veut me parler, Pop, c'est sûr. Ah là là. Pop qui, pour l'anecdote aussi, parce que si on parle de tout ça, voilà, ça en fait partie. Pop qui n'a pas très envie de répondre à toutes mes questions pour l'instant. Des fois, il est très gentil, il répond longtemps et tout. Des fois, mais c'est le cas de tous les journalistes, hein, mais moi, je découvre encore ce truc-là. Des fois, tu lui poses une question qui appelle une réponse plutôt longue, il te cut d'un coup. Je voulais lui demander, par exemple, ce qu'il pensait des dernières déclats d'Adam Silver sur le storytelling, lui demander un petit peu s'il trouvait que le storytelling empêchait parfois le public de comprendre le basket, et il s'en foutait complètement, il m'a envoyé chier à la Popovic. Donc ça aussi, ça fait partie du chaos et de l'expérience, mais j'avoue, j'aime bien ça. Tweet que Pop est dépassé pour voir. Ouais. Là, je pense que là, t'auras direct le retour de bâton. Mais ce qui est fou, c'est que t'as fait une interprétation personnelle, mais qui,
enfin, qui semble pas non plus, comme dit Kiki, je veux dire, déjà ce serait pas grave, mais enfin, c'est-à-dire que les Spurs, on leur pose tout le temps cette question-là. Victor, il a tout le temps des questions. Ce serait pas. Puis tu dis pas qu'il est excédé, qu'il a envoyé chier le journaliste. Enfin, tu vois. Donc c'est. Non, c'est ça. Enfin, Après, ils j'ai fait un premier sont. tweet maladroit, hein. Ouais. J'ai fait un premier tweet un peu maladroit où je disais il est parti après une question. En fait, j'étais en pleine conf de presse, donc j'ai écrit ça vite. Et plus tard, j'ai réalisé ce que j'avais écrit quand j'ai vu que le tweet perçait. J'ai fait non, 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 attends. J'ai refait un tweet avec plus de contexte où je réexplique le truc et je dis bien que c'est mon point de vue que Devin Vassell est saoulé. C'est arrivé très vite. Mais effectivement, c'était plus mon point de vue. Et même quand j'en parle au mec des Spurs, il me dit oui, c'est normal. Imagine que moi, quand je te croise, je te demande tout le temps comment va ton collègue Maxime de l'équipe Ouais. et que je m'intéresse pas à toi. Bon, c'est un peu ironique parce que en l'occurrence, il s'intéresse plus à Maxime de l'équipe qu'à moi aussi. Donc, mais, euh, mais bon, voilà. Faut croire que je suis Devin Vassell et Maxime et Victor Wembanyama. Maxime qui, je l'espère, sera un des prochains, je bégaye, un des prochains invités de Mobb Deep. Donc voilà, restez au courant par rapport à ça. En tout cas, pour l'instant, comment ça se passe? Comme ça. Je me fais reconnaître aux toilettes. Ça se Je passe. me fais rembarrer par Pop. Moi, j'adore ça, hein. Il n'y a rien de vegan au buffet des Spurs, mais ça, c'est pas une surprise. On est dans le Texas. Au Texas, oui, ça me paraît compliqué, mais bon. Mais oui, bah, du coup, tu vois, je savais pas pour l'histoire du tweet. C'est vrai qu'en plus, enfin, je l'ai vu passer, mais je pensais pas non plus qu'il y aurait quelqu'un des Spurs qui viendrait. Mais bon, c'est pas très étonnant. Enfin, ils sont très dans le contrôle de la narration, de ce qu'ils veulent voir sortir ou pas, et ça veut dire qu'ils regardent ce que tu fais aussi, et que forcément, à force de te voir quotidiennement, quasiment quotidiennement, voilà. Mais Ah, ouais, il me c'est follow sur intéressant. Twitter, le mec, en l'occurrence. Donc, c'était pas non plus une surprise de fou. Parce que je D'accord. sais qu'il me follow. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que voilà, qu'on discute de mon tweet, ça m'a fait bizarre. Mais pas plus bizarre que l'urinoir, encore une fois. Ou quand je me suis fait reconnaître aussi à Central Park par un viewer de basket session, d'ailleurs. Alors ça, c'est Je sais incroyable. pas si éventuellement il est là. Mais après, c'était le match contre Wemby, c'était New York. J'entends un mec qui arrive qui parle français au téléphone. Je suis sur mon banc en train d'enregistrer Mobb Deep. En fait, le mec arrive, il s'appelle Axel. Voilà. Je sais pas si on a un Axel dans le chat. Si tu nous écoutes, Axel, bonjour à toi et merci pour ton passage, malgré ce que je m'apprête à dire. Donc, le mec, il arrive et en fait, il vient vers moi. Il me fait hey, mais t'es pas le mec qui fait Mobb Deep, là, le truc et tout. Et enfin, moi, je suis dans mon truc, donc je capte pas trop au début. Je lui demande de répéter. Je suis un peu surpris de croiser un Français. Donc là, il me demande. Et du coup, en fait, il a ruiné la take que j'étais en train de faire depuis 10 minutes. Et j'ai refait tout le podcast parce que je suis un peu méticuleux. Et Un peu. ouais, mais en plus, c'était pas top, tu la première prise. Et du coup, bah voilà, enfin bref, ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, voilà, Axel, c'était quand même un plaisir de le croiser. Et c'était surtout une énorme surprise parce que quand tu es dans Central Park, tu t'attends pas à tomber sur un viewer de basket session. Mais de ce que j'ai compris, il y avait quand même pas mal de Français pour le match de Victor à New York. Ouais. Est-ce que, on me demandait, est-ce que tu sens que la hype est toujours là quand tu vas bah, au quotidien dans la ville, dans les matchs, aux entraînements? Est-ce que tu sens qu'il y a toujours, ou que ça a un peu évolué? Bah, pour être tout à fait honnête, je trouvais que le dernier match était un tout petit cran en dessous, mais mes collègues n'étaient pas d'accord avec moi. Et le match d'avant, celui du Play-in Tournament, il y avait tellement une grosse ambiance que je me suis posé la question de est-ce qu'ils sont vraiment chauds pour le Play-in? Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Enfin, pour le In-Season, pardon, je confonds tout. Oui. Mais, en fait, l'ambiance était tellement ouf que je me suis posé la question de est-ce qu'ils sont chauds parce que c'est le In-Season? Et donc j'ai demandé à des fans, en l'occurrence, et j'en ferai peut-être un papier sur Basket Session. Non, ils s'en foutent. Mais c'était juste l'ambiance générale et tout. Et en fait, je suis allé au Garden aussi, du coup, la semaine dernière. Et très honnêtement, pour l'instant, l'ambiance de San Antonio est beaucoup plus chaude que l'ambiance du Garden. Non Parce mais que c'est compréhensible parce que c'est pas le même public, bah, ça n'a rien à voir. c'est ce que t'expliquais dedans, et les gens qui sont globalement allés au Garden une fois dans leur vie, à moins d'être tombés sur un match de playoff un peu enthousiasmant, et il n'y en a pas eu beaucoup ces dernières décennies, on va dire. C'est beaucoup de touristes. Alors parfois tu vas tomber C'est ça. ponctuellement sur un match. Je sais pas, moi je me rappelle il y a quelques années, j'ai un pote qui connaît absolument rien au basket, mais qui avait pris des places avec sa copine pour aller voir un match des Knicks. Et il tombe sur le match enfin, de retour, d'arrivée pardon, de Carmelo Anthony. Donc les matchs d'avant, il n'y avait pas d'ambiance, les matchs d'après, il y avait moins d'ambiance. Mais la présentation de Carmelo Anthony, c'était une salle de concert, ça gueulait partout. L'entrée des joueurs, c'était dingue. Donc tu peux parfois ponctuellement tomber sur des trucs, mais il y a, il y a beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui viennent comme ça. Et là, il y a toujours il y a une base importante de fidèles locaux, mais qui sont. Je veux dire, au bout d'un moment, ils ont essuyé tellement de plâtre et de saisons pourries que ils viennent et ils reviennent ponctuellement. Mais puis c'est tellement une ville de sport, il y a d'autres sports à aller voir, il y a d'autres C'est choses. ça.
t'as une autre équipe en ville maintenant, Brooklyn, même si la fanbase s'est pas transférée littéralement, mais ouais, ça m'étonne pas du tout qu'à San Antonio, il y ait plus d'ambiance. Et pourtant, je les identifiais pas forcément comme le public le plus chaud. Spontanément, je pense plus à Sacramento, même dans les périodes Non, pourries, mais ou à Golden c'est sûr, State. Sacramento, c'est le top du top. Ouais. Mais oui, Trex, tu dis j'ai bien aimé le Garden, mais moi j'ai adoré le Garden. J'ai fait tous les matchs à domicile d'une saison. Alors, c'est pas l'ambiance d'un stade de foot. Hein. Faut aussi le prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire que mais par contre, ce que tu disais aussi, Benjamin, dans le Mob Deep, c'est que tu sens le poids de l'histoire partout. Et ça fait pas cette même impression. Plus tu vas faire de salle NBA, plus tu vas t'en rendre compte, je pense d'ailleurs. Mais t'as pas le même poids de l'histoire partout, où tu sens une atmosphère, un côté un peu poussiéreux, mais qui est pas, mais dans le bon sens du terme, en fait. Même dans les couloirs, dans la façon dont est foutu le bâtiment, il y a plein de choses qui font que c'est à part et que c'est pas surcoté de cet aspect-là. Ça peut être surcoté si tu t'attends à ce que ce soit un stade turc de foot ou de basket. C'est sûr que non, c'est clair que non. Mais par contre, si tu veux sentir quelque chose et croiser des célébrités, tout ça, bah c'est c'est un peu plus le cas. Non, c'est Euh, clair. Mais question j'ai vu un intéressante. peu les deux. Ouais, vas-y, Vas-y, je je te t'en laisse prie, on finir. va. Non, je voulais juste dire, j'ai vu un peu les deux extrémités parce que je suis allé au Paycom Center aussi de Casey en pré-saison. Et c'est vrai que du coup, c'est très récent parce que la franchise elle vient d'arriver et tout. Et c'est vrai que là, du coup, je suis arrivé devant la salle. Et là, par contre, niveau ambiance zéro, etc. Enfin, c'était vraiment. Après, c'était la pré-saison, encore une fois. Hmm. Euh, mais il n'y avait vraiment pas de poids d'histoire, rien de particulier, rien de fou. Après, ce que j'ai noté, c'est quand même que le public qui était. Enfin, la salle était remplie à moitié. Par contre, en termes de bruit, les fans de Thunder, ils sont vraiment violents. Genre vraiment beaucoup plus violents. Je pense qu'il y avait plus de bruit à Oklahoma City en pré-saison avec une demi-salle remplie qu'au Madison Square Garden avec une salle complètement comble. Ouais. Euh, mais juste parce que les mecs, enfin, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais ils crient tout le temps. Mais c'est un truc de malade. C'est peut-être l'acoustique de la salle aussi qui est faite pour ça. Je pense que ça joue beaucoup. Mais c'est un truc de malade. Ouais. Jusqu'à New York, j'ai quand même kiffé. Pour l'anecdote, j'ai aussi fait le Barclays Center quelques années plus tôt. Et je trouve quand même que le Garden est un cran au-dessus, même en termes d'ambiance. Je me souviens que j'étais arrivé. En fait, les mecs arrivent vraiment pendant le deuxième quart-temps quasiment. Et il y a beaucoup de gens qui partent bien avant. Alors que c'était un Nets contre Bucks relativement serré, avec Yanis qui jouait, Kyrie qui jouait. Et, mais bon, Barclays Center, moi j'ai eu une expérience là-bas, elle était très mitigée en tout cas. Ouais, moi, enfin, Barclays, j'aime plutôt bien l'architecture de la salle, même le côté très tamisé. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais moi, ça j'ai plutôt bien aimé. Après, j'ai préféré le Garden, évidemment, un million de fois pour plein d'autres raisons. La question que je trouvais intéressante, c'était est-ce que là-bas aussi, ça parle de pop comme un coach qui aurait un peu perdu la carte, qui aurait un peu. Qui ferait des choix discutables sur le. Tu sais, en tout cas ici, quand tu lis les commentaires des gens qui nous suivent, etc., ça parle des problèmes dans le jeu, du fait qu'il n'y a pas de meneur, du fait que les rotations sont parfois curieuses. Est-ce que tu l'entends ça aussi là-bas, ou est-ce que c'est ou là-bas on lui fait une confiance aveugle? Et comme Gis le dit dans les commentaires, est-ce que tout le monde a compris qu'il était bien dans le développement des joueurs et que la performance et le classement ne l'intéressaient pas des masses? Bah, en vrai, non, tout le monde n'a pas compris. Déjà, même sur mes tweets, il y a des Américains qui RT en mode ah ouais, le mec, parce que j'avais fait un article pour expliquer un petit peu la démarche de Stop, expliquer un peu ce côté patience, développement, etc. Il y a des Américains qui l'ont partagé en mode ah ouais, le mec, il tord complètement la logique pour que ça rentre dans ce que font les Spurs. Il y a des gens qui critiquent même du coup mes articles en français. Donc il faut dire à quel point ils sont chauds. Et je suis dans tous les trucs de fans des Spurs américains et tout. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas du tout, qui veulent absolument que Trey Jones vienne à la main, qu'il y ait un gros trade, maintenant que Zach LaVine vienne à San Antonio, ce genre de choses, parce qu'ils pensent que l'équipe est juste pas bonne en fait. Que bah, Pop il est mauvais, que les Spurs sont mauvais, et qu'ils ont besoin d'un gros trade, d'un changement, et que Pop il est peut-être rincé. Et même, j'ai eu un chauffeur qui m'a dit Pop aurait dû prendre sa retraite il y a 5 ans. Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris parce que il y a pas, tout le monde n'est pas fan de Pop à San Antonio. Ça, je pouvais m'y attendre, mais pour l'instant, j'ai même l'impression que c'est un peu divisé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui doutent de lui. Chez les journalistes, moins, parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils comprennent, qu'ils ont un peu plus de recul. Mais chez les fans, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incompréhension, qui pensent que c'est des erreurs de Pop et pas juste des choix complètement conscients. Alors qu'effectivement, bah, comme disait Gis plus haut et comme je le répète depuis 1500 ans, c'est juste que Jeremy Sohan, c'est le meneur actuellement parce que il veut le développer lui plutôt que Trey Jones parce qu'il est plus jeune, plus prometteur et que c'est lui qui voit dans son projet à long terme et parce qu'il veut avoir cette option d'avoir un line-up avec que des grands.
il laisse de la liberté à Wembanyama parce qu'il veut voir comment il va jouer en toute liberté. Et d'ailleurs, il a même dit cash la dernière fois, je ne fais rien avec lui. Avec le staff, on s'est promis de juste l'observer. Qu'en gros, il le guide en défense et il le place en défense. Par contre, offensivement parlant, c'est lâche-toi. Et une fois qu'on aura assez d'éléments, on verra comment est-ce qu'on peut t'orienter. Et c'est pareil que la plupart des joueurs. Zach LaVine, il lui dit tirer alors qu'il est mauvais à 3 points. Faut pas croire que Pop est aveugle et qu'il voit jamais les box scores et qu'il voit pas Zach LaVine rater la moitié de ses 3 points. C'est juste qu'il le laisse shooter pour qu'il développe son shoot à 3 points. Les équipes en NBA, elles ont quasiment pas d'entraînement collectif. Donc, ton match, c'est ton entraînement collectif quand tu veux développer tes joueurs. Et c'est ce qui se passe à San Antonio. Et non, voilà, la fanbase ici est pas tout à fait, le comprend pas toujours en fait. Des gens Ouais. qui font confiance, mais beaucoup de gens sont en train de se plaindre. Et pas mal de gens, je pense une fraction de ces gens-là, pensent que Pop devrait partir ou qu'il est rincé. Voire j'ai lu sénile aussi. Voilà. C'est marrant parce que tu as dit, involontairement, tu as dit Zach Lavine parce que tu parlais au lieu de Zach Collins, mais on Zach avait Collins, compris. oui. Mais, non, mais du coup, vu que là, on a appris que Zach Lavine était disponible pour un trade et qu'il y avait des tractions en cours pour un trade de Zach Lavine, bon, je pense pas que les Spurs soient la destination parfaite pour lui, mais Non, non. pour finir rapidement sur Pop, moi je suis en fait à la fois. Alors je pense qu'il n'est pas sénile, je pense que ce qu'il fait là est délibéré et que peut-être ça aura des effets positifs sur. C'est peut-être la bonne méthode. Par contre, je pense que j'aurais aimé qu'il arrête il y a 5 ans par contre. Ça c'est une vérité. Je pense, enfin il y a 5 ans. Je pense que j'aurais aimé qu'il arrête plus tôt et qu'il transmette petit à petit à un ou une coach au hasard, choisi par ses soins, pour effectuer la transition, que ce soit avant ou enfin sur la fin de Kawhi ou un peu avant, peu importe, mais j'aurais aimé que ça se finisse comme ça et qu'il garde un rôle de superviseur un peu à la Pat Riley, dans le président, tu vois. Mais par contre, je pense que c'est pas exclu que ce soit la bonne méthode et que s'il avait tenté de jouer la compète tout de suite, ça aurait été compliqué. Mais bon. Après, je l'aime tellement et j'aime Moi, tellement je la comprends. personne en dehors du terrain que je peux pas. Je peux pas non plus déplorer le fait qu'il soit encore là. Je veux dire, je suis trop content de le voir et de l'entendre parler de basket et de hors basket. Donc on va voir. Là c'est un peu tôt pour dire c'est catastrophique, c'est un drame, voilà. Donc C'est même, je pense, 8 fois trop tôt. Et enfin, c'est ce qu'il dit tout le temps. Et ça se voit que lui, il est dans ses démarches de patience. En fait, il faut imaginer juste que les fans, je comprends qu'ils puissent s'énerver pour 10 matchs. Mais il faut imaginer que 10 matchs sur les 2400 qu'a coaché Popovic en tant que head coach seulement, pour lui, c'est un jour au travail, quoi. C'est un jour au bureau. Un jour ouais, où il a un peu rien fait. Il attendait de voir un peu comment ça évolue là-bas. Enfin, voilà, quoi. ouais. Donc, moi, je pense que moi, je fais confiance à ça et je pense que ce qu'il développe actuellement, c'est intéressant. Sachant que c'est pas forcément dit que ce line-up-là qu'on voit actuellement soit le futur line-up des Spurs, mais c'est bien qu'il ait cette option de pouvoir peut-être mettre Jérémy Swan à la main par séquence quand son futur meneur sortira, voir que si ça marche, il joue comme ça. Parce que défensivement parlant, ça marche trop bien. On dit tout le temps en défense, enfin ta défense elle est aussi faible que ton weakest link, je sais pas comment traduire ça, mais que ton Maillon faible, défenseur ouais. le plus faible en gros. Mhm. Et exactement. Et du coup, si Jérémy Sohan il a la main, ton maillon faible, c'est genre Devin Vassell ou Keldon Johnson peut-être. Et en l'occurrence, c'est des maillons faibles qui sont pas si faibles que ça. Moi, je trouve ça intéressant de développer ça en se disant, de toute façon, cette saison, s'ils jouaient à fond, où est-ce qu'ils iraient? Au play-in, en vrai, au max. Jouer le play-in et développer les jeunes, enfin, je suis désolé, mais je trouve l'option que l'option la plus rentable, surtout à long terme, comme de développer les jeunes en te disant, Wembanyama, il a 19 ans, Sohan, il a 20 ans, Vassell, il en a 22. Ces mecs-là, ils sont tous jeunes et c'est la plus jeune équipe de la ligue. Tu peux passer 5-6 ans avec eux quand tu veux. Ces mecs-là, tu as le temps de les développer, donc développe-les plutôt que de te précipiter et d'être une bonne équipe de play-in. Parce que en vrai, les équipes qui se précipitent, ça devient genre les Pacers de Paul George quand il s'est blessé et qu'ils ont commencé à galérer. Ça devient le Magic d'Evan Fournier et Nikola Vucevic, où les mecs, ils s'avancent d'un coup, ils disent, bon, bah c'est bon, on est compétitif maintenant. Ils développent jamais des jeunes, ils sont dans le ventre mou pendant 4-5 ans, et puis après ça explose, et bienvenue à Chicago. Voilà. Donc moi, je préfère que les Spurs prennent leur temps et se développent un peu plus doucement. Et alors j'ai une question qui n'a rien à voir du coup, mais parce que forcément dès qu'on se voit et même quand on discute en dehors, on parle quand même beaucoup des Spurs. Forcément, t'es en plein milieu, t'es en plein dedans et c'est normal que ton attention soit concentrée sur eux, sur Wembanyama, parce que c'est le centre d'attention, mais est-ce que du coup, tu as le temps vraiment de suivre le reste de la saison? Est-ce qu'il y a des storylines qui t'intéressent aussi, que tu arrives à suivre?
ou des avis tranchés que tu as, mais que tu peux pas forcément développer parce que même nous, on te demande surtout d'écrire sur les Spurs et sur Wembanyama. Et la plupart aussi des autres collaborations que tu fais, bah, c'est pour parler des Spurs et de Wembanyama. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu as envie de parler? J'ai envie de te laisser parler aussi d'autres choses, de choses qui pourraient te tenir à cœur et pour lesquelles tu n'as pas l'occasion de donner ton avis. Voilà. Existe-t-il J'ai- d'autres j'ai- équipes en NBA? Nous dit Maestro Magali. Si tu dis les Wizards, on te tape. Et écoute, il semble que les Wizards, c'est une des équipes que j'ai le plus regardées, donc voilà. Oh, c'est Mais, bien. euh, Ah, pour Bilal, bah mais non, ouais. mais bah, et pour Bilal, hein, évidemment. Et malheureusement, enfin, j'aurais préféré regarder les Wizards sans Jordan Poole et sans Kyle Kuzma, parce que des fois, c'est un peu fatigant. Mais ouais, en fait, je regarde les autres équipes avec beaucoup moins d'attention que les Spurs. Je suis pas toutes les déclats. Je peux pas vous dire que je regarde les 48 minutes de chaque match à chaque fois. En gros, tous les lendemains de match des Spurs, moi, je me fais 4-5 matchs, souvent sur écran scindé un petit peu. Je skip les temps morts, la mi-temps. Des fois, je finis pas le match parce que je peux pas tout faire. Mais dans l'idée, j'essaie de regarder au max. Et bah, fatalement, dans les storylines, j'ai envie de te dire, déjà, pour commencer, Kyrie Irving, Luka Doncic. Voilà, ça c'est une storyline qui m'intéresse parce que je trouve que ça marche bien, que Kyrie joue dans un rôle assez intéressant et que voilà, je suis content, tu vois. Absolument. Et non, il y a ça, il y a bah, évidemment les Clippers et voir un petit peu comment ça prend avec, enfin comment ça prend pas du coup avec James Harden et Kristaps Porzingis aux Celtics. Je roule l'idée aussi, mais j'aime bien. Je sais pas pourquoi là, je suis focus sur Porzingis. J'aime bien le voir dans son rôle de troisième, Bah, quatrième option. il est excellent. C'est ce que les Knicks rêvaient qu'il soit sur la durée. Enfin, avant qu'il se blesse quand il a sa sélection All-Star. C'est un peu le développement qu'on voyait pour lui aussi. Il était excellent. Et Mm, et même en fait, c'est son état d'esprit qui est excellent. C'est-à-dire que dans toutes ces déclats, là, la dernière en carrément. date, en gros, il dit j'ai compris que je serais meilleur en troisième ou quatrième option d'un contender que première ou deuxième d'une équipe médiocre. Enfin, il faut une lucidité que énormément de joueurs n'ont pas en NBA ou non plus. Forcément, c'est un atout incroyable pour Boston. Je veux dire, s'il se blesse pas là, c'est assez, enfin, c'est énorme pour les Celtics. Donc, alors, Gis a raison, il n'était pas entouré par Onyx, mais enfin, vraiment sur le joueur qu'il était censé pouvoir devenir. Et alors, est-ce que Luka a cassé Porzingis? Visiblement, ils ne se sont pas très bien entendus, mais c'est pas forcément peut-être directement de Luka, je pense. Peut-être que Porzingis non plus n'était pas dans les mêmes dispositions qu'aujourd'hui, prêt à être un numéro 2, un numéro 3 ou autre chose. Et Mm. je pense que voilà, les torts sont souvent partagés dans ces cas-là. On va pas dire Luka est un tyran qui accepte aucune autre. Là, avec Kyrie, ça se passe plutôt bien pour l'instant sur cette saison. Alors, je vais apporter un bémol à ta joie et à tes réjouissances parce que vous savez à quel point j'ai été pessimiste et négatif avec les Mavs au point d'annoncer que je les voyais même pas, peut-être même ne pas se qualifier pour les playoffs ou le play-in. Leur début de saison est vraiment très bien. Les matchs pourris, ils les gagnent. Les matchs où ils jouent bien, ils les gagnent aussi. Juste, j'attends de les voir enchaîner des adversaires d'une autre consistance, tu vois. Parce que là, alors, il faut les gagner parce que Oui, bien sûr. sinon t'es pas bien classé. Si tu bats pas les médiocres et si tu bats pas les inférieurs, voilà, tu passes pas. Mais j'ai envie de les voir faire des vraies grosses perfs contre des bonnes équipes, tu vois. Et ça va peut-être se produire, et je souhaite que ça se produise et que je me trompe dans les grandes largeurs et que tout se passe à merveille. Bah, les recrues dont on parlait, Grant Williams est excellent. Derek Lively, au-delà de toute attente, enfin, on pouvait espérer que ce soit un rookie de qualité, mais Ouais, là, c'est quand même un cran dessus de ce qu'on attendait. voilà, C'est clair. il est indispensable. C'est ce qui est pour moi un peu inquiétant, mais c'est indispensable. Il est indispensable tellement il est déjà fort. Et donc voilà, juste un peu de prudence. Je reste prudent avec les Mavs. Déjà parce que j'aime bien avoir raison et, et j'aime pas avoir tort, mais parce qu'il faut faire ses preuves contre des équipes plus solides. Mais Kyrie individuellement, dire quand on ne parle que du terrain, et c'est ce que je souhaite avec Attends, Kyrie, bah, même hors terrain, pour l'instant d'ailleurs, hein, cette saison, ça va. bah, c'est ça Ça justement, fait que 10 matchs, parce hein, qu'il n'y a mais rien à dire, parce qu'il y a rien à dire hors terrain. Il est parfait sur le terrain, il est excellent, c'est un joueur absolument magnifique à avoir joué. Tu le mets avec un autre talent offensif aussi brutal que Doncic, ça fait un talent offensif dans l'équipe exceptionnel. Faut voir, après la saison est longue, hein, on a 10 matchs, il y a 10 matchs de jouer, il y a des adversaires forts à affronter, mais c'est très bien pour eux d'engranger déjà des victoires comme ça, et je pense que je vais rapidement pouvoir revenir sur mon pronostic funeste de début de saison. non, mais non, c'est clair que non, mais moi ce que j'aime bien surtout, c'est vrai que c'est plus le rôle de Kyrie, la manière dont le jeu est organisé. Pour que j'ai raison complètement, il faudrait qu'ils soient un peu mauvais, qu'ils virent leur coach, qu'il y ait un changement et que là ils deviennent bons. Comme ça, ce sera vraiment la prophétie. Mais de toute façon, je pense que l'équipe elle est plafonnée. Je les vois pas du tout comme un contender ou quoi que ce soit.
Mais c'est vrai que je suis juste content de voir que Luka, Kyrie en particulier, ça peut fonctionner. Et que là, enfin, que là, ils ont trouvé le bon rôle. Et surtout aussi que Kyrie arrive à s'adapter à ça, sachant que bah, c'est pas évident parce que Luka, il tient le ballon tout le temps, toujours. Mhm. Et là, Kyrie, lui, il trouve le bon rythme par rapport à ça. Et en vrai, il a encore évolué, quoi. Et ça, pour un joueur de son âge, je trouve ça relativement impressionnant. Surtout qu'on remet toujours en cause la dimension mentale de Kyrie. Ça demande justement une dimension mentale qui est importante. Et la capacité, quand tu es champion NBA de plus de 30 ans, de te mettre en retrait par rapport aux jeunes et de juste dire, bon, bah, ok, je m'adapte à toi et pas l'inverse. Et ça, je trouve ça assez beau et assez intéressant. Ouais. Alors que pendant ce temps, dans d'autres équipes, certains vieux refusent de s'adapter et ça part en couille. Comme aux À tout Clippers, hasard, à par Los exemple, c'est Angeles. ça? Ouais, c'est ça. Et c'est on en parlait avec Théo dans le podcast d'hier, si je dis pas de bêtises. On est mardi, donc lundi, ouais. Euh, on s'attendait à ce que ce soit compliqué avec Harden, mais ce à quoi je m'attendais pas du tout, en revanche, c'est que avec Kawhi et Paul George, qui sont aptes à enchaîner les matchs, bah, ça joue aussi mal et il n'y a pas que Harden qui est Mhm. responsable du bazar quand même. C'est-à-dire que son C'est intégration sûr. est compliquée, son style de jeu très stagnant fait que ça n'aide pas, mais qui normalement, enfin pour moi, Kawhi et Paul George ensemble, en pleine forme, je suppose qu'ils sont en pleine forme, hein, il n'y a pas d'alerte physique, ils n'ont pas été load managés pour l'instant. C'est pas normal que ça fonctionne pas. Et Taylou qui dit laissez-moi 10 matchs, et là c'est presque trop, et après tu prends un retard Mhm. catastrophique. Donc, ouais, bah, contre Memphis, Riton, là, c'était invraisemblable. Memphis, qui est une équipe qui est en perdition totale, que moi j'aime beaucoup, mais qui est en perdition totale. Les voir jouer comme ça, il y a trop de séquences où bah, Paul George, où James Harden est arrêté. Celle où tu l'as vu, ça, la Ben, où il tape la semelle pour se mettre en ISO, Ouais. et il prend un shoot qui rate, puis derrière, il en re-rate un. Personne ne bouge autour, lui, il déclenche pas de mouvement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont pas pour l'instant. Après, moi, je trouve que. Alors, oui, je sais que Tyronn Lue, parfois, est un peu critiqué, mais moi, j'ai beaucoup revu ma copie sur lui ces dernières années. Je trouve que c'est quand même un bon coach qui est capable de s'adapter à plein de situations et de les faire évoluer quand ça va pas. Donc, je vais rester optimiste pour les Clippers dans la mesure du raisonnable. Mais j'espère. Le truc que je redoute, c'est que ce soit Westbrook qui finit sur le banc, alors que je trouve qu'il est plutôt valeureux, même dans ce bazar total, et qu'Arden ait encore des passes droits et que ce soit pas lui qui fasse les frais. Même si être remplaçant, c'est pas non plus forcément une sanction, hein. Tu peux être un leader du second unit et à un certain stade de ta carrière et c'est très bien. Mais j'ai juste peur qu'au niveau de l'ambiance, ça se dégrade encore si c'est Westbrook qui est sacrifié. À un moment, il va falloir mettre du Terrence Mann dans ce 5, hein, parce qu'il faut que ça court, il faut que ça défende. Mais bref, voilà, je suis assez dépité parce que je m'étais dit, j'ai pas d'affection particulière pour les Clippers, hein, mais je m'étais quand même dit qu'avec les deux Zozo en forme, on verrait quelque chose de plus efficace et de plus prometteur parce que là c'est encore une année charnière, hein. Tous les ans, ce projet qui a démarré, où tout le monde les voyait déjà rouler sur l'Ouest avec George et Leonard. Là, les fins de contrat approchent. L'autre contrepartie du trade, Shai Gilgeous-Alexander, bah, c'est devenu un des Ouais. peut-être 10 meilleurs joueurs de la ligue. Donc voilà, je suis pas. À la fois, je me dis que ça peut finir par aller mieux s'ils font quelques adaptations, et en même temps, c'est pas très rassurant quand tu les vois jouer. Attends, je check là la free agency et tout, mais on est bien d'accord que là, cette année, enfin, après cette saison, du coup, Harden, il est agent libre quoi qu'il arrive. Absolument. Euh, Paul George et Kawhi ont tous les deux une option. Et du coup, Russell Westbrook, il doit être agent libre aussi, il doit avoir une option. Oui, une option. Ok. Donc en gros, c'est plus qu'une année charnière, j'ai envie de dire, c'est peut-être la dernière année du projet. Mm. Et moi, c'est vrai que Harden, déjà, il me pose problème parce que quand tu regardes, ne serait-ce que sa shot chart, il n'y a aucun tir dans la raquette. Ça, pour moi, c'est le problème fondamental d'Harden depuis Brooklyn, c'est que il ne pénètre plus jamais. Ce qui était quand même, enfin, les drives d'Harden, c'était létal. Et c'était une de ses grandes forces quand il était à Houston. Là, fatalement, si tu représentes plus une menace à l'intérieur et sur les drives, t'es beaucoup plus facile à défendre en isolation, t'es beaucoup plus facile à défendre en pick and roll. Enfin, à chaque fois, en fait, Harden, maintenant, il est beaucoup plus prévisible. Donc déjà, je trouve que ça, on le voit plus que jamais. En plus, Westbrook est toujours pas très efficace. D'accord, il se donne, etc. Il court, tout ça, d'accord, mais ça reste Russell Westbrook et bah, il n'y a pas d'adresse. Il a tous les défauts qu'il avait déjà la saison dernière et ça suffit pas pour moi à compenser un petit peu le côté justement où c'est peut-être le mec qui se donne le plus sur le terrain pour l'instant. Kawhi Paul George, bah, il y a pas d'alchimie en fait. Et quand tu vois les quatre jouer, tu as l'impression que c'est quatre mecs qui.
c'est pas une équipe de basket en fait, qu'il y a vraiment quatre mecs sur le terrain et genre ils s'en sortent comme ils peuvent. Moi je trouve qu'il n'y a pas de cohésion collective, il n'y a pas de projet du tout. Et quand c'est les Spurs, ça me dérange pas tant que ça parce que Hmm. on peut parler du développement, on peut dire eux c'est pas grave s'ils sont nuls, ils vont avoir un gros choix de draft et voilà. Mais les Spurs ils ont pas leur choix de draft. Les Clippers n'ont pas leur choix de draft. Et l'objectif quand même quand tu as Kawhi Leonard, James Harden, Russell Westbrook et Paul George, j'ai pas envie de compter le nombre de All-Stars qu'ils partagent entre eux, mais ça doit être un certain nombre quand même. Quand tu comptes ça, bah fatalement, tu les attends en tant que contender. Et là, ils ressemblent absolument pas à un contender. Et c'est clair que dans 10 matchs, bah, ça fera 20 matchs. Et 20 matchs d'une saison, c'est un quart. Donc tu peux pas juste prendre ça de retard quand t'es les Clippers. Donc ça, je trouve ça Tu un l'as peu vu décevant. le journal, bah, c'est ce que dit Corey Holm dans le chat, le journaliste de Bally Sport qui l'a démonté en plateau. Alors, ça a été, je crois que le tweet, la vidéo a été retirée, il me semble. C'est ça, Je, c'était supprimé par le je média. pense. Ouais, ouais. Ce qui est le meilleur moyen d'en faire parler, de donner envie aux gens de le retrouver ailleurs, hein, d'ailleurs. C'est pour ceux qui l'ont pas vu, mais effectivement, il est parti dans une diatribe à la Stephen A. Smith, mais et enfin, de mon point de vue, assez vrai. Mais, c'était un bon. Je sais pas Moi, je trouve si ça c'était le complètement contexte abusé pour moi. complètement. Complètement abusé. Oui, alors ce qui est abusé, c'est que c'était pas. Enfin, c'est le contexte. C'est-à-dire que lui, c'est pas à la base, c'est pas un éditorialiste qui est là pour amuser la galerie comme Stephen A. Smith et tout ça. C'est un quoi? C'est un color commentator. C'est genre un C'est gars ça. qui est censé être plutôt enfin neutre ou placide, quoi. Tu vois, ils sont pas censés faire des hot takes et insulter tout le monde. Mais par contre, dans le fond du truc, il y a quand même quelques vérités, quoi. Mais bon, Ah, moi, je suis pas d'accord, j'aime pas, tu vois. C'est pareil. Il y avait l'article aussi de Howard Beck, tu sais, où il comparait excellent article. Arden au Hungry Caterpillar et très bien dans la forme, mais dans le fond, en fait, je trouve que c'est complètement abusé. Parce que en fait, on met plein de choses sur le dos d'Arden qui sont. Enfin, en fait, Arden, c'est un joueur qui a déjà fait assez d'erreurs et qui a déjà assez de problèmes pour qu'on lui en rajoute. Je crois que c'est Guillaume, le mec qui fait les vidéos tactiques et tout, qui l'expliquait, j'étais assez d'accord avec lui. C'est que, en fait, Arden, on peut lui reprocher sa défense, son manque de pénétration, sa lucidité offensive, son manque de résultats en playoff, le fait effectivement, qu'il ait changé d'équipe plein de fois. Tout ça, enfin, tout ça, c'est déjà un dossier dégueulasse. Donc, en rajouter en disant, le mec, au début, en mode, il parlait des Rockets, il disait, on t'a ramené Dwight Howard, on t'a ramené Russell Westbrook, on t'a ramené Chris Paul. Mais tout ça, déjà, à aucun moment, médiatiquement parlant, c'était traité en mode, Harden veut tel joueur. C'est les Rockets qui font la décision. Et il dit, et malgré tout ça, t'es parti. Non, malgré le fait que le front office vire Daryl Morey, le remplace, change de coach, etc. À ce moment-là, il est parti en fait. Mais il y a un contexte quand même à ça. Et pareil, après Brooklyn, en mode, on te réunit avec tes potes et tu pars quand même. Non, mais vous avez vu Brooklyn, est-ce qu'il pouvait s'attendre à ce que Kyrie Irving recommande un film antisémite et soit suspendu, que ça part dans tous les sens, que le mec joue jamais ensemble? Bah, fatalement, ce trait-là, il est compréhensible. Maintenant, quand on revient à la situation des Sixers, oui, il y a un problème dans la manière dont ça a été fait. La demande de trade, je ne sais pas si elle est légitime, mais du coup, ça suffit. C'est bon, tu peux prendre ça, tu peux déjà le violenter assez avec ça, tu vois. Sachant que tu n'as pas besoin en fait, de jouer le révisionniste de l'histoire par rapport à ce qui s'est passé à Houston, à Brooklyn et tout ça. Je trouve qu'il en fait des caisses et des caisses et des caisses. Et je pense qu'il y a bien 50% de discours qui est complètement dans l'abus et que, en plus, enfin, c'était inutile, tu vois. On arrive dans un contexte, tu vois, où James Harden, il a été transféré. Ça sert plus à rien maintenant de l'enfoncer. Et je trouve ça gratuit, relativement, enfin complètement exagéré. Et en fait, ouais, très malvenu de la part d'un mec qui n'était pas à sa place, entre guillemets. Mais le problème, enfin, j'entends ce que tu dis, je comprends, c'est excessif, et moi c'est plus le cadre qui me. C'est-à-dire que s'il avait fait ça dans un tweet, tu vois, là c'était une émission qui se prêtait pas forcément à une intervention de ce genre-là. Mais par contre, tout ce qu'il décrit dedans, est-ce qu'il décrit pas les problèmes qui ont entraîné aussi la situation actuelle et le comportement d'Arden, la façon dont il se présente, le fameux, même si c'est extrait d'une déclaration plus longue, euh, je suis le système, le fameux truc où c'est-à-dire qu'il a, pour moi, le fait qu'il n'ait pas conscience encore de ses limites actuelles, du fait qu'il a perdu son explosivité, que son style de jeu est plus adapté, en tout cas celui qu'il aimerait pratiquer, il est plus adapté à ce que font, à ce qui est attendu de lui, ou ce qui marcherait en NBA aujourd'hui. Et du coup, pour moi, ça découle de tous les comportements qu'il a eu ailleurs. Et c'est vraiment quand ça se répète, c'est qu'il se passe effectivement quelque chose. Alors oui, le gars était théâtral et tout,
Mais dans le fond, pour moi, il dit des choses qui sont évidentes. Et alors, c'est un peu banal parce que, effectivement, il dit c'est toi le problème, tu t'en rends pas compte, machin, machin. Bon, mais moi, Non, ça m'a pas choqué. Et le problème, c'est il arrive toujours, il sort encore de situations avec des équipes qui veulent bien de lui et qui sont prêtes à lui donner de l'importance. Comme là, il est directement titulaire. Le gars, il n'avait pas joué depuis 6 mois. Il avait fait 0 match de préparation et il a encore le crédit de son MVP de 2018, du fait qu'il est sans doute pote avec plein de joueurs et donc il joue beaucoup. C'est-à-dire qu'il y c'est un, c'est très c'est un bon rare. joueur de basket aussi, hein, Non, mais quand même. Enfin, mais dans les pattes, c'est un bon joueur de basket quand il joue le style qui est efficace pour lui, mais au bout d'un moment, il twist. C'est Doc Rivers qui, pour une fois, dit pas que des bêtises. Il explique qu'en cours de saison l'année dernière, il était énorme, Harden. Moi, je l'aurais mis dans les All-Stars hein, sur la première partie de saison. Il est playmaker, très collectif. Il connaît ses limites justement et du coup, il insiste pas dessus. Et au bout d'un moment, il n'est pas All-Star et il se remet à faire de l'ISO, à être ball dominant et c'est plus pareil. Après là bon, sur cette intervention là en particulier, je comprends qu'on puisse trouver ça un peu excessif, mais je trouve ça le fond est malhonnête même. le fond est totalement vrai quoi. Non, moi, je suis pas du tout d'accord parce qu'en fait, il liste toutes les circonstances aggravantes et aucune des circonstances atténuantes. Et pour moi, en fait, t'as pas besoin de ça, tu vois. Genre, Mais faire croire que si c'est quoi les circonstances atténuantes? bah, à Houston, encore une fois, le fait qu'ils aient remplacé Daryl Morey, qu'ils aient bougé le coach par un mec qui s'est fait virer d'ailleurs après le départ d'Arden parce qu'il n'était pas, Stephen Salas n'était pas vraiment compétent. Euh, Tout ça, en fait, il le cite pas du tout. Et c'est vraiment, il dresse le narratif en mode on t'a donné tout ce que tu voulais à Houston et t'es quand même parti. Au moment où James Harden est parti de Houston, la manière dont il est parti de Houston a été crade. Les raisons pour lesquelles il est parti de Houston, elles étaient relativement justifiées. Qui demande un trade, pourquoi pas? Le fait qu'il les accumule, je comprends que ce soit dur. Mais en fait, pour moi, ça sert à rien de le survendre en mode t'as joué avec des MVP, des All-Stars, une équipe de fous à Brooklyn et t'es quand même parti. Mais on a tous vu Brooklyn. C'était pas ça, c'était pas le projet de rêve et le truc de malade. Et James Harden était la diva du truc. Il y avait un truc qui était complètement gangréné. Et James Harden, certes, de manière, encore une fois, la forme dans laquelle il s'exécute, a demandé son transfert après un an, elle est sale, mais il présente ça comme s'il avait quitté une situation idyllique, alors que pas du tout. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a une vraie malhonnêteté, parce que en fait, il souligne tout pour faire passer James Harden pour un mec encore pire qu'il ne l'est, sachant que James Harden est déjà suffisamment mauvais, en fait, pour que tu le présentes. Quand tu le présentes honnêtement, il passe déjà pour quelqu'un de mauvais. Donc quand tu le présentes malhonnêtement pour le rendre encore plus mauvais, je comprends pas. Et James Harden, ok, c'est pas un excellent joueur de basket, enfin, dans le sens où c'est plus du tout le MVP qu'il était en 2018, mais en fait, il faut imaginer au niveau de la ligue, en fait. On dit que le mec est devenu mauvais, qu'il est devenu très moyen et tout, mais il est meilleur que Terrence Mann quand même. Enfin, à un moment donné, il faut regarder les chiffres, il faut regarder le jeu, etc. C'est un bon playmaker. Il est meilleur individuellement que Terrence Mann, ok. Mais enfin, ce dont ont besoin les Clippers, pour moi, c'est Terrence Mann, c'est-à-dire un mec qui est. Alors, Ça, je dis pas, Terrence ouais. Mann, c'est un mec qui a déjà claqué 40 points dans un match NBA d'importance en plus. Et surtout, c'est un type qui défend fort. Et dans une équipe où il y a déjà des joueurs qui ont besoin du ballon pour s'exprimer. Après, du coup, alors là où je te rejoins, c'est que il faudrait pas aussi oublier que les Clippers sont responsables d'avoir voulu le faire venir et Non, que mais c'est pas de sa faute. pour, pour le chat, je suis d'accord pour dire que collectivement parlant, Harden a pas forcément de sens, mais juste quand on me dit que Harden il est rincé et qu'on me dit il faut mettre Terrence Mann devant, je suis d'accord, mais encore une fois, effectivement, c'est Terrence Mann devant dans le contexte collectif. Genre, Terrence Mann n'est pas juste meilleur que James Harden individuellement parlant. Je pense que Harden 6 homme, moi j'achète tout de suite. Il y a peut-être des problèmes d'ego et tout, mais en tout cas, individuellement parlant, Harden reste un très bon joueur de basket. Et je trouve ça un peu hypocrite en fait de juger les Clippers, qui sont une équipe qui ont vu mais infiniment plus de matchs de James Harden que nous tous, qui, en fait, qui ont vraiment étudié la question, et de juste nous, de notre regard à nous, qui est très lointain et, euh, et en fait qui est beaucoup moins informé, de dire bon bah c'était vraiment le choix nul, les Clippers c'est des peintres. Je trouve que c'est un peu exagéré, tu vois. Je veux bien qu'on leur laisse au moins le temps de voir si le transfert en lui-même était une si mauvaise idée que ça, et qu'on essaie de les comprendre plutôt que de les juger tout le temps en fait. Comme disait Saminki, essayer d'être curieux plutôt que dans le jugement, quoi. Moi, je pense que là, tu sais, si tu retrouves, il y a un podcast il y a 2 ans, je crois, où Théo et Antoine, ils m'avaient regardé avec des yeux énormes parce que je leur avais dit, je pense que James Harden, il doit finir et il doit finir 6e homme et très rapidement.
Enfin, je pense vraiment que là, ça passe. Là, s'il doit y avoir une rédemption, je sais qu'on parle d'un échantillon très faible de quelques matchs, mais il faut voir aussi comment ça s'est terminé ailleurs. Pour moi, il y aura rédemption s'il arrive à accepter un autre rôle, et c'est pas du tout le cas. Là, c'est pas le cas parce qu'on le met aussi dans ce confort-là. Et j'accepte pas enfin, je comprends pas le choix des Clippers qui avaient une base solide avec une hiérarchie bien établie. Je trouve qu'ils jouaient bien. En début de saison, c'était plutôt propre. Et rajouter ce genre-là, pour moi, c'est. Je dis pas que c'est de la méconnaissance ou quoi que ce soit, c'est des gens, c'est des professionnels de l'NBA. Mais je vois pas la plus-value à part éventuellement en termes de marketing et remplir la salle et éventuellement préparer la suite avec la nouvelle salle et se dire qu'ils vont tous les signer. Je sais pas, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Après, on peut leur laisser du temps. On est dans l'immédiateté. Ils ont joué 4 ou 5 matchs depuis le trade d'Arden. Euh, mais ils ont pas, enfin, ils ont pas remplacé. Voilà, je sais que Batum paraît sur la fin aussi, par exemple, mais ils n'ont pas remplacé ce que lui apportait, un peu de liant, de la défense, et qu'il est en train de retrouver déjà aux Sixers. Donc on va leur laisser du temps, mais honnêtement, je suis extrêmement pessimiste sur le fait que ça marche sous cette version-là. Et est-ce que Je suis Harden dé- va accepter qu'il y ait une autre version dans laquelle il n'est pas un peu au centre du projet? Il faut rappeler il arrive chez lui, il est de Los Angeles, enfin, il a grandi dans le coin. Il a rêvé de jouer en Californie avec d'autres Californiens. Là, les mecs, ils se croient dans une équipe All-Star de lycée, que des gars de Californie. Ça va être, je pense que autant quand tu dis on n'a pas connaissance de tout comme les dirigeants, ben, eux en interne, ils ont aussi peut-être parfois des œillères et ils se rendent pas compte des erreurs qu'ils sont en train de commettre. Mais bon, t'as raison, on va leur laisser un peu de temps parce qu'il y a que, ils sont quoi? Ils sont à 3-6, je crois. 3 victoires, 6 défaites, quelque chose comme ça. Ils jouent les Nuggets par contre cette nuit, non? C'est ça? Ça va être un Bon, peu plus dur, ouais. voilà. Mais Mais c'est très dur. Je qu'on trouve so- que c'est dur de défendre Harden aujourd'hui. en fait, qu'on soit clair, moi, je suis pessimiste pour les Clippers. Moi aussi, pour l'instant, j'ai du mal à comprendre le trade. Et je trouve que Harden a un comportement désastreux. Je trouve juste qu'on n'a pas besoin d'en rajouter, quoi. Hmm. C'est pour ça que moi, cette tribune-là, elle m'énerve. Parce que Harden, il défend comme un plot. Il fait très peu d'efforts. Il prend pas le rôle qui, à mon avis, euh, a- devrait lui correspondre. Et effectivement, bah, en fait, il a un comportement qui est sale partout. Mais moi, je trouve juste que ça sert à rien de tout le temps empirer les dossiers qui sont mauvais, de tout le temps taper sur les mecs qui sont déjà dans la sauce et de tout le temps glorifier les trucs. Moi, mon problème avec le basket et la manière dont on en parle, c'est que souvent les gens ils m'en parlaient sans aucune nuance. Et ça c'est pour moi, c'est le meilleur exemple parce que quand un mec performe, quand un mec obtient un record, on éclipse souvent toute la partie négative de ce qui se passe. Donc vraiment, on est dans le côté, le mec a fait un truc bien, bon bah maintenant on va sortir tout ce qu'il y a de bien et sortir vraiment tout le positif. On fait un portrait sur machin parce qu'il a accompli tel record. La salle, c'est le mec qui se donne le plus, un mec apprécié dans le vestiaire et tout. En fait, tu choisis tes exemples. Et comme ça, tu construis une histoire qui est cohérente parce que tu veux le dépeindre comme un mec bien, donc c'est le mec bien. Et une fois que le mec demande son transfert, c'est un petit peu le même délire. C'est tu pars dans l'optique d'écrire, de parler d'un truc négatif, et bah, tu sors tout le négatif et tu le mets au même endroit. Et du coup, bah, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment, les gens ils se disent, bon, bah, vous savez quoi, on va juste faire un truc, on va prendre tout d'un coup. Au lieu de juste prendre que le négatif quand on veut parler d'un mec négativement, de prendre que le positif quand un mec fait un truc positif, bah, quand on va parler de ce mec, on va essayer d'être un peu nuancé et on va essayer de rappeler le positif et le négatif de James Harden et éviter bah, d'enfoncer le négatif tout le temps, tout le temps. Et en fait, moi, c'est juste ça mon problème, c'est que admettons qu'on juge les joueurs sur une échelle de moins 50 à 50. James Harden, c'est déjà un bon moins 30. Ça sert à rien d'en faire un moins 50 en sortant justement que des arguments négatifs. Donc pour moi, c'est le gros problème en fait de la chose, c'est que à chaque fois qu'on présente un cas, c'est trop dans un sens, c'est trop manichéen. Et le dossier de James Harden, il est fatalement beaucoup plus complet que ce que ce mec présente en mode James Harden, c'est le pire joueur de l'histoire de l'NBA, qui a un comportement désastreux, une diva incompréhensible, qui n'a jamais eu la moindre circonstance atténuante. Non, James Harden est une diva, mais il y a légèrement plus de nuances que ce qu'il raconte, tu vois. Et ça, c'est mon problème. Et les gens dans le chat, en mode, c'est méchant d'être méchant, c'est juste, c'est pas ça ce que je veux dire, c'est juste que on peut critiquer, mais juste critiquer et analyser avec justesse, pour moi, c'est mieux que critiquer et analyser dans l'idée de faire un petit peu de la démagogie. Presque, c'est plus facile, comme c'était dit dans le chat, c'est Loulou, je crois que c'est plus facile d'être nuancé. Moi, je pense être quelqu'un de nuancé quand je critique rarement de façon frontale et
est inutile, mais c'est plus facile d'être nuancé avec des joueurs nuancés, tu vois, dans leurs déclarations, dans leur comportement, tout ça. Donc, mais dans le fond, je suis d'accord avec toi, mais c'est difficile pour Harden étant un joueur qui a été un joueur majeur de la ligue pendant des années. C'est quand même un type qui a des accomplissements individuels qui sont énormes, hein. Je veux dire, il est dans les 75 all-time. C'est un MVP, il a une tonne de All-Star. Mais du coup, c'est aussi logique que soit un joueur qui cristallise autant de critiques. Puis le comportement un peu, la façon dont il est parti de chaque équipe et tout ça. Enfin, bon, de toute façon, on Moi, va je suis pas faire, d'accord, hein. on va pas faire toute la nuit sur Harden de toute façon. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense aussi que c'est à lui, par sa manière de jouer déjà, d'agir, d'essayer de s'éviter ces critiques pas assez nuancées à ton goût, tu vois. Mais bon, Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça, hein. Mais juste, les Américains ont cette tendance à prendre un truc qui est frit et le remettre dans la friteuse tout le temps. Et ça m'énerve. Et ça marche pas dans le discours, en fait. je connaissais pas l'expression mettre un truc qui est frit dans la friteuse, c'est très beau. Écoute, c'est parce que j'ai mal au ventre actuellement et que je sais à cause de qui c'est. Merci les Texans. Non, mais voilà, en tout cas, pour moi, il faut plus de nuances sur le Carden, mais les Clippers, ça reste tout à fait désastreux. Et c'est pas Carden, hein, d'ailleurs. Encore une fois, j'ai l'impression que, pareil, j'ai vu des fans des Clippers s'embrouiller en mode c'est qui le problème, Harden ou Westbrook? Bon, déjà, comme si c'était forcément un mec et pas genre les deux ou toute l'équipe et le coach et machin. Parce que je pense que c'est là une faute qui est collective à différents degrés, évidemment. Mais voilà, faut pas non plus oublier, pour moi, Westbrook est aussi un problème dans cette équipe. Même s'il se donne, etc., c'est pas un joueur qui est fait pour fonctionner maintenant. Et, et juste, enfin, tu vois, pour moi, il y a tellement de choses à analyser aux Clippers et tellement de raisons de leur taper dessus que tout voir à travers le prisme Harden, c'est un peu too much. Et je pense que j'aimerais bien que Paul George et Kawhi Leonard fonctionnent ensemble parce que pour l'instant, je vois tellement d'individualisme dans cette équipe que moi, c'est vrai que c'est une des équipes que je regarde avec le moins de plaisir et j'en veux à Tyronn Lue pour ça. Et c'est vrai, qu'est-ce qui devient de James Harden FR là? Parce que c'est vrai qu'il y avait le. Alors c'était du huitième degré, j'ose espérer, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup de fans, il avait quelques fans en tout cas très intenses, James Harden. Et là, j'ai pas regardé dans quel état ils étaient, mais ça doit pas être facile tous les jours. Est-ce que tu es nuancé sur un autre sujet auquel je pensais tout à l'heure? Est-ce que tu es nuancé sur Zion Williamson? Parce que je sais pas si tu as vu, en fait, moi, après le dernier match, alors bon, les Pelicans sont en difficulté, ils ont des circonstances atténuantes pour le coup. CJ McCollum qui est blessé, ils ont. Comment s'appelle-t-il Très Murphy Trey aussi, Murphy, merci. Ouh, j'avais du mal, je le retrouvais plus. t'inquiète. Enfin bref, tout est compliqué pour eux depuis le début de la saison, mais par contre, on n'entendait pas trop Zion. Et là, hier, son intervention, là, je sais pas si tu l'as vu, où il a l'air. Ouais, le truc buy-in, là, quand il dit je dois Ouais, buy-in dans c'est le ça. Parce que programme, bon, c'est dur. les gens se sont un peu focalisés sur le fait qu'il était essoufflé. Et donc, ils ont dit, ah, il a des problèmes de poids, de respiration, de machin. Bref, on n'a pas le contexte. Il a peut-être sprinté pour arriver dans la salle de presse et il était crevé. L'intervention qui quiche, enfin, d'abord les gens ont parlé du fait qu'il était essoufflé en parlant, et c'est surtout ce qu'il a dit dedans, c'est-à-dire que il a dit j'avais bien compris l'année dernière qu'on voulait que j'adhère un peu plus au projet, que je montre que j'avais envie d'être là. Là, je suis toujours dans cet état d'esprit-là, mais je suis obligé de prendre du recul, en gros, tellement on est nul, quoi. Et il a pas l'air du tout content d'être là, et il n'est pas en pleine possession de ses moyens non plus sur le terrain. Enfin, quand je regarde les matchs des Pelicans, je le trouve euh, correct, mais c'est pas un joueur qui est censé être correct, c'est censé être un joueur qui est dominant, et tu sens qu'il a du mal aussi à se donner à fond. Je sais pas si c'est dû à des problèmes physiques, je sais pas si c'est parce que l'équipe autour ne tourne pas bien, que Ingram il est toujours sur la lancée de sa Coupe du Monde où il a quasiment pas joué parce qu'il était catastrophique. Et alors, non, je sais, j'irai pas jusqu'à parler de diva, hein, parce qu'on n'en est pas, on n'est pas là. Par contre, est-ce qu'il est vraiment là où il a envie d'être, et est-ce que il est capable d'inverser la tendance? C'est ça, je sais pas. J'ai envie parce que quand Zion est bon, les Pelicans sont cool à regarder. Quand ils ont pas autant de blessés, ils sont cool à regarder aussi. Euh, voilà. Est-ce que tu as vu un peu les Pelicans cette saison, et qu'est-ce que tu penses du cas Zion? En étant évidemment nuancé, tu peux t'en douter. Bien sûr, mais je trouve justement que le KZN, c'est un truc où il faut revenir sur plein de saisons en arrière parce que sur le côté justement où quand il dit je dois du coup accepter le programme, parce que du coup la coach après ça je dois voilà accepter le projet des Pélicans, le suivre le projet, je pense que c'est la bonne trad. Et
il dit c'est difficile. En fait, ça remonte un petit peu à ce qu'il y a eu cet été où on disait il y a un problème entre Zion et la franchise parce qu'il y avait toutes les rumeurs extrasportives et tout ça, parce qu'il y avait son état physique qui posait problème aux yeux de la franchise. Euh, et effectivement, apparemment, il y a eu une réunion avec les propriétaires où ils ont essayé de recadrer un petit peu. Euh, ils ont viré du coup aussi, euh, comment ça s'appelle? Teresa Weatherspoon. Teresa Weatherspoon qui était là pour encadrer Zion. Hmm. Il y a tout ce côté-là où en fait il y a une énorme perte de confiance entre Zion et les Pelicans. Je crois que là on est en train d'assister un petit peu à la rupture entre les deux. Quand il dit j'ai du mal à buy-in dans le programme et qu'en plus sur le terrain ça se passe mal, c'est vrai que tu as l'impression que lui il veut être n'importe où ailleurs qu'à New Orleans. Et je pense que New Orleans doit être un peu saoulé parce que effectivement il n'est pas dans l'état de forme dans lequel on l'attend. Et pire moyenne de points sur une saison, ça fait que quelques matchs, hein. Mais pour l'instant c'est sa pire moyenne de points, sa pire adresse. Et quand tu le regardes jouer, tu as l'impression qu'il a plus du tout le même impact qu'avant. Évidemment, le fait que les joueurs majeurs manquent à l'appel, ça change des choses parce qu'il n'y a pas le même spacing. Et Zion, c'est un joueur qui exploite particulièrement bien le spacing. Et je pense qu'il a besoin d'autres gens autour pour exister. Mais par contre, oui, évidemment, il est décevant, hein. Euh, Maintenant, en fait, moi, là où j'ai du mal à voir ce qui va se passer, c'est sur l'issue. Parce que pour moi, les Pelicans, sans Zion Williamson, ils sont un peu condamnés. Genre, qu'est-ce que tu fais avec une équipe avec Brandon Ingram, CJ McCollum et tous les joueurs qui sont extrêmement intéressants comme euh, Herb Jones, Trey Murphy, tous ces gars-là? Qu'est-ce que tu fais concrètement avec ces équipes-là? Est-ce que tu es un contender? Est-ce que tu peux vraiment développer cette équipe-là suffisamment? Est-ce que si Zion ne performe pas, t'es pas condamné en fait à juste détruire l'équipe? Moi, j'ai l'impression que l'équipe, elle va vivre ou mourir avec Zion. Et donc, quand je vois Zion comme ça me fait pas juste peur pour lui, ça me fait peur pour tous les Pelicans. Ouais, je suis un peu. Là, pour le coup, pour eux, j'ai encore envie d'attendre parce que l'année dernière, je les trouvais Ah vraiment ouais, cool. faut être patient, hein, Tu mais sais, c'est juste sur inquiétant pour l'instant. la version où ils avaient. Où Zion était encore là et où Ingram, à un moment, il avait vraiment un très très gros niveau. J'aimerais bien les voir un peu débarrassés des blessures, mais c'est pas rassurant qu'après 10 matchs compliqués, euh, il donne l'impression de ne pas être heureux, alors que sur les périodes où c'était compliqué pour lui, il se barrait loin de New Orleans, il accueillait pas les nouveaux joueurs qui arrivaient, enfin les trucs comme ça. Après, ça peut être une question de personnalité. Est-ce qu'il a la personnalité d'un leader qui peut être le numéro un d'une franchise? Je sais pas, hein. Mais moi, enfin, j'aime tellement quand il joue, qu'il est en forme, qu'il joue, que l'équipe tourne autour. Il a un côté old school, Caterpillar, que j'adore. Et j'aimerais que ça revienne. C'est juste que là, après 10 matchs, tu vois ces déclarations-là. Ok, on les Moi, je trouve extrait. pas ce old school. Tu le trouves pas si Je old sais pas school? si. Ouais, non, parce qu'en fait, je trouve que c'est le prototype du joueur parfait dans l'ère où autour, tu vois, il y a du spacing, justement. Et je trouve son jeu, finalement, assez moderne. Tu vois, sur ses mi-distances, ce qu'il veut faire près du panier, son footwork et tout. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est relativement moderne, en fait. C'est pour ça, moi, je l'adore aussi, hein. Et j'aimerais qu'il soit en forme et qu'il joue bien, hein. Les Pels doivent le trade dans un gros marché prêt à parier des jeunes et des pics pour le récupérer. Genre New York Knicks. Un truc comme ça. Mais ça veut dire la fin du projet, hein. C'est pour ça que ça m'inquiète. C'est que pour moi, tu peux pas trade Zion contre une star d'un potentiel équivalent parce que ça a de sens pour personne. Et en même temps, tu peux pas. Enfin, si tu trades Zion contre des pics et tout, tu mets un terme au truc. Et c'est vrai que l'année dernière, quand ça commence en début de saison et que tu vois toutes les pièces imbriquées ensemble et tout, tu te dis, mais oui, ça joue les. Enfin, ils peuvent faire un vrai run en playoff. Donc c'est vrai que là, t'as pas envie d'appuyer sur stop trop vite, mais que le début de saison avec toutes ces blessures et avec Zion qui performe pas, oui, c'est inquiétant pour la saison, quoi. Ouais. Mais D'ailleurs, ouais, c'est marrant parce que Pélican, je trouve que c'est une des franchises, enfin, on dit beaucoup Pélican et très peu Pelicans. Alors que si tu dis les Pistons comme Antoine, tu te fais vite rattraper dans les commentaires. j'avais pas pensé à ça. Mais c'est Antoine qui dit les pélicans, hein. Moi, je me refuse toute francisation des termes NBA. Tu me connais, c'est pas possible. Moi, ça m'arrive, je crois, mais je pense que j'ai l'influence d'Antoine, malheureusement. Je le C'est ça. remplace, donc je prends aussi ses trucs. Est-ce que tu prononces Giroud Holiday aussi, même si maintenant il fait l'effort, il dit plus Olivier Giroud Holiday, mais Giroud. J'aime bien quand il dit Giro Holiday, moi, ça me fait Ouais, c'est kiffer. devenu un gimmick, c'est ça. Mais je pense la plus grosse erreur pour Zion, qu'il soit tradé pour un grand marché, il sera bouffé par les médias et ce sera vraiment fini. Bref, je Je sais sais pas pas. comment il réagit face aux médias, en vrai. Il aime pas Je trop trouve ça, qu'on n'a hein. pas eu de signe. C'est pas du tout un fan des médias, hein. Il aime pas. Tu sens qu'il a un côté timide qui est pas, c'est pas un grand communicant de toute façon. Non, mais est-ce que, tu vois, il est timide et juste tant qu'il est comme ça lui convient?
ou Mm. est-ce que l'exposition médiatique lui déplaît, tu vois? Parce que tu peux détester être face à la presse, mais en même temps aimer l'attention que ça implique sur les réseaux sociaux, pour ton image, etc. Et bien vivre comme ça, tu vois. Mm. Donc je sais pas comment il résisterait à la pression d'un marché comme New York. Et enfin, de toute façon, moi, Zion à New York, j'imagine parfaitement le scénario Greg Oden où il craque et c'est la fin, quoi. Ça serait Mais dur. après, là, c'est vraiment de la supposition et de la fabulation à fond. Il y a quasi aucune base pour dire ça. Juste, c'est un mec qui se blesse beaucoup et qui pourrait potentiellement avoir un problème avec l'attention médiatique. On peut imaginer ça, hein. Mais là, je pars dans un scénario très loin. Ah, j'aime bien le scénario de Simon. J'aimerais trop voir Cuban craquer pour lui. Un Big Three, Luca, Kyrie, Zion, le divertissement. Ouais. On Là pour, s'amuserait bien, ouais. là pour le coup, il y aurait de quoi faire. Tu Ah, sens en le. plus, sa Ouais. ville préférée à l'extérieur, c'est Dallas, hein. Donc Oui, voilà, on c'est pose ça vrai. là. C'est vrai. Benjamin va se retrouver entre deux gars des médias des Pels dans le prochain toilette public qui visite. Car si vous avez manqué le début, Benjamin nous racontait comment il se faisait alpaguer par le. Alors, dans les toilettes, c'était pas un membre des Spurs, on est d'accord, c'était juste un. Ouais, c'est un fan, c'est un fan. C'était un fan, d'accord. Des Spurs, pas de Mobb Deep ou quoi. Ça, c'est la rançon du Mais, euh, succès. mais je trouve justement que le côté hype sur Zion, il est intéressant parce que avec toutes les blessures et tout ça, justement, je trouve que ce qui s'est plus effondré à New Orleans, c'est le côté hype, où maintenant tout le monde doute, et à juste titre. Et par exemple, bah, moi, tout le jour, je vois Andrew Lopez et Hmm. d'ESPN, Qui bossait et tout le là-bas, jour, ouais. je me dis, mais ce mec, il est arrivé à New Orleans pour couvrir Zion. Et les mecs d'ESPN ont dit, mais c'est bon, Zion, c'est fini, la hype, on t'envoie à San Antonio pour Wembanyama. Donc, pour moi, enfin, ce move-là que je vois tous les jours et ce côté où justement on a perdu l'attraction médiatique à New Orleans, c'est le côté un petit peu plus tragique de l'histoire où on a eu un mec qui arrivait un petit peu comme ça va être le futur visage de la ligue, c'est peut-être le nouveau LeBron, pas forcément en termes de talent mais en termes d'exposition médiatique, c'est la nouvelle sensation de la NBA. Et là maintenant on arrive dans la saison 5, je dirais, c'est dur à jauger avec toutes les blessures. Et, euh, et la hype, elle s'est quasi envolée parce qu'il y a les blessures et c'est injouable, quoi. Et ce qui me fait marrer, c'est que en fait, quand tu regardes ses débuts de saison où il est en forme, il est All-Star. Hmm. Le mec peut jouer au niveau All-Star, c'est juste qu'il n'arrive pas à tenir le rythme d'une saison. Ça, c'est dramatique. Au final, c'est le nouveau visage TMZ. Ouais. Mais Mais, complètement. mais les Pelicans, ce qui est fou, c'est qu'ils sont passés de. Enfin, si, c'est ultra en dents de scie cette franchise parce que il y a un moment, après le départ d'Anthony Davis, honnêtement, on en parlait presque comme d'un candidat à un déménagement s'il devait pas y avoir d'expansion et qu'il fallait remplacer une franchise. Dire New Orleans, enfin, c'est pas un marché de basket, c'est une ville qui est plus foutuesse. Et puis d'un coup, là, avec Zion, ça repart. Puis autour, le noyau qui est sympa quand même. Brandon Ingram, quand il est concentré, c'est quand même un super joueur de basket. CJ McCollum, si c'est ta troisième option, t'es quand même plutôt pas mal. Autour, ils ont de la défense. J'aime plutôt bien leur coach Willie Green. Il y a des trucs. Et puis, Mm. hop, d'un coup, là, ça ne marche pas. Il y a les blessés. Et puis, la hype, comme tu disais, elle est redescendue. Elle est totalement, totalement descendue, quoi. Donc, espérons que ça revienne un peu, Bah là, c'est une question qu'il de arrive chance, à hein. jouer, qu'il rejoue, enfin que les blessés reviennent et que peut-être ça revienne correctement, quoi. Non, mais je pense que là, il faut qu'ils aient de la chatte, qu'ils arrêtent d'avoir plein de blessures et que Zion soit en forme et tout, parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que s'il y a une franchise actuellement qui est minée par le physique, c'est New Orleans. Mm, D'habitude, c'est les Clippers, donc là, on profite de cette zone de mieux à Los Angeles. mm. Et non, c'est clairement New Orleans, là où t'as l'impression que la moitié de l'effectif est à l'infirmerie. On n'a même pas fait le tour de tout le monde, hein. Je parle. Enfin, tu vois, on a des McCollum, Murphy, Il y a eu etc. Mais Alvarado à un moment, je crois. Alvarado qui, je pense, a peut-être des séquelles et tout de ses blessures à la cheville. Et non, c'est clair que non, c'est un projet qui est compliqué. Tu as Il- toutes les pièces, ouais. mais tu manques de chance et tu manques peut-être de cohésion et que Zion pour de vrai suive le programme. Parce que quand il dit j'essaie de suivre le programme, mais c'est dur, t'as l'impression que il suit pas vraiment le programme, quoi. Comme il Après ça, je disait, il, sais di- pas, hein, il disait pareil, il je sais disait, pas il te dire. disait je suis conscient qu'il faut avoir une bonne santé, enfin, une hygiène alimentaire et tout ça, mais c'est dur, tu sais, quand il était passé sur le plateau d'Arenas, là. En gros, ouais, j'avoue, c'est Hmm. super dur. Enfin, si tout est dur et si tout est un effort permanent, c'est compliqué parce que dans cette ligue, c'est c'est des professionnels, c'est des gros bosseurs et tout ça, mais ils ont quand même une part il y a de la facilité parce que c'est des athlètes incroyables, ils ont quand même du talent. Si tout est un effort et si tout demande quelque chose
de trop exigeant, c'est que ça va pas, je pense. Et Julien dans les commentaires qui disait que c'est pas effectivement les blessures, c'est pas que de la malchance. Parfois, tu as des séries qui Je, sont je c'est suis pas de d'accord, chance. hein. Mais Mais c'est sûr que quand tu as des joueurs qui ont un historique de blessures qui est parfois lié à leurs conditions physiques, à leur rythme de vie, forcément, c'est. c'est pour ça, moi je dis chance aussi parce que je pense au pneumothorax de CJ Ouais, non, McCollum mais par ça, exemple. ça, Là, ça, c'est ça c'est vraiment, de la malchance, ça, c'est sûr et certain. c'est pour ça que je dis ça, hein. Et quand je dis chance, voilà, c'est un peu abusé, c'est plus, je parle d'un alignement des planètes, on va dire Mm. plutôt, où il faut que tout soit bien cadré à New Orleans et que bah il y a de la chance aussi parce que bah ouais, CJ McCollum pour le coup, c'est juste vraiment pas de chance. Il y en a un autre qui est malheureusement blessé et qui a du mal aussi à débarrasser des pépins physiques, c'est Ben Simmons. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure avant qu'on commence, mais il y a eu l'annonce de Shams. T'es très fort en transition, toi, t'es très très fort en T'as vu? transition. Et Pas du tout préparé. J'ai aucune feuille autour. Je sais pas. Je pensais ah, au sujet qu'il y avait et je repensais au tweet de Shams Charania. Donc Ben tu, Simmons tu qui te doutes bien que a. je l'ai vu, je l'ai tweeté, j'ai Ah pas de oui, mais problème. je C'est sais pas, même pas pourquoi je te demande ça. Évidemment que tu l'as vu, que attention, tu l'as c'est tweeté et commenté. New York Post en premier, avant Shams Charania. D'accord. New Voilà, York Post. je précise. Est-ce qu'il y a toujours Mark Berman? Il y a toujours Mark Berman au poste, non? Tu l'as pas vu quand elle est là-bas? Non, c'est pas SNY maintenant, Mark Berman? Ah, peut-être il a dû changer, Non, mais avant c'était marrant parce non, que la- la- je confonds peut-être, mais je ne l'ai pas reconnu en tout l'année où cas. j'étais là-bas, il était en embrouille avec Franck Isola, un autre journaliste phare Ah, expérimenté de l'époque. Il pouvait pas se blairer. C'était hyper tendu à chaque fois dans les confs de presse et même dans les vestiaires. Mais donc Ben Simmons, ouais, donc du coup, si tu as les précisions sur le mal qui le ronge. bah, en fait, moi, je trouve que déjà, c'est super, super flou, parce qu'on nous dit il a une irritation d'un nerf dans la partie inférieure gauche de son corps. Alors, déjà, pour commencer, la partie inférieure gauche de son corps, c'est quoi? La fesse? Non? Euh, Bah, peut-être, mais est-ce que c'est plus bas? Enfin, est-ce qu'on peut avoir un truc concret? Parce que, tu vois, moi, ça me paraît bizarre. Et en fait, moi, je sais juste pas face à quoi on est, quoi. Et son agent disait, en gros, c'est pas un problème similaire à ce qu'il a eu la dernière fois. Ça n'a rien à voir. Il n'aura pas besoin d'opération. Il devrait être de retour après une courte période de temps. Moi, je veux bien croire que c'est juste. C'est pas, on parle pas de. Je sais pas, je pense pas qu'on parle de sciatique, je sais pas. Peut-être que. En fait, c'est pour ça, j'aimerais qu'on sache concrètement de quoi il souffre. Mais là, on nous parle d'une courte période d'absence et il espère qu'il va revenir sans aucun problème. Mais ça, pour Ben Simmons, on l'a déjà entendu pas mal de fois ces dernières années et il y a toujours eu un problème. Il y a toujours eu une petite période de temps qui se transforme en longue période. Donc moi, là, je suis juste face à ça en me disant, mais qu'est-ce qui nous attend encore dans le dossier Ben Simmons? Donc là, C'était pas mal jusque-là. insatisfait. Enfin, là, quand il jouait, c'était plutôt La très saison, ouais, correct. carrément. Ouais, ouais, défensivement surtout, je trouve qu'il a retrouvé en grande partie son niveau. Mais putain, c'est fou. Après, est-ce que les Nets sans lui, bah, là je l'imagine déjà manquer beaucoup de matchs et que ça pose des problèmes. Je vois tout le monde qui essaie de deviner la blessure dans le chat. Il n'était pas très agressif encore, non. Bah, c'était pas encore le Ben Simmons, le prime Ben Simmons qui était dans les All Defensive Team et qui était All-Star et tout ça, c'est sûr. Non. Mais enfin, faut se rendre compte du nombre de matchs qu'il a joué depuis 1 an et demi. Et je trouve que oui, c'était pas mal. C'était presque encourageant. Il faut pas aller trop vite en besogne. Avec un joueur comme ça parce que lui, il n'y avait pas que le corps, il y avait la tête aussi, hein. Donc là, le simple fait qu'il ait Ouais. envie de jouer là où il est en train de jouer et qu'il enchaîne des matchs, c'était bien. Malheureusement. Il Mais c'est défend, vrai il a de la que création, c'était plutôt très bien. Bah, c'est l'impression que j'avais, Gis, en fait. Donc c'est ça ça. laissait penser qu'il allait revenir à un très bon niveau. Mais c'est vrai que du coup, enfin là, t'as ce problème de nerfs et tout. Il y a eu les problèmes de dos l'année dernière qui ont demandé des opérations. Il y a eu le problème de genou. Ces trucs qui reviennent en fait. Ah, Mm. c'est d'après Fox Sports, c'est l'arrange, d'accord. Bah, déjà, c'est bien de savoir que c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas une zone à laquelle il a déjà été blessé. Ouais. Moi, je veux bien croire qu'il va revenir vite et que il faut pas trop s'inquiéter, hein. C'est vrai que là, quand tu es face à cette information, tu es forcé, quand il s'agit de Ben Simmons, de te dire qu'est-ce que ça implique concrètement à long terme pour les Nets. Et c'est vrai que quand tu as un joueur comme ça qui va finir par, enfin, son contrat va finir par expirer, qui est toujours blessé depuis quelques années, qui a effectivement eu des problèmes de santé mentale, et les problèmes dans le jeu existent toujours, c'est-à-dire que excellente défense, très bonne création, mais du coup, il est moins agressif vers le cercle, et le problème du shoot reste un énorme problème en NBA, qui pour certaines équipes peut être complètement une impasse en fait. Donc, enfin, le problème c'est que là, tu vois, je sais pas à quoi on fait face, tu vois, peut-être
Peut-être qu'il est absent pendant 5 matchs, peut-être qu'il est absent pendant 20 matchs, peut-être toute la saison. C'est C'est bon. ça qui m'énerve, c'est le flou, quoi. Est-ce que c'est un bon signe qu'on découvre des zones blessables qu'on connaissait pas? J'avoue. Mais moi, je trouve que c'est un meilleur signe plutôt qu'on me dise il a un problème de nerf au niveau du dos. Là, je vais me dire tout de suite, putain, Bah c'est ouais, comme l'année dernière, il va c'est se ça. repérer. Ouais. Mais oui, fatalement, ouais. Bon, c'est sûr qu'on en est au stade où tu regardes une image de Ben Simmons avec plein de zones rouges et tout, et il a déjà été blessé là, 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 là. Ouais. Ah tiens, c'est bon, on a un petit spot ici, c'est pas très grave. Bon, c'est vrai que c'est un peu ce jeu-là, mais Ils avaient fait ça je trouve ça quand même pour un peu rassurant. Pour Abu Dhabi, pour les connaisseurs du foot. Ils avaient fait ça dans, je sais plus, dans l'équipe, je crois, et toutes les zones sur lesquelles il avait été blessé. Le pauvre, c'était en mode 48 blessures en 6 ans, un truc comme ça. Pardon. Il y a aussi plein de graphiques comme ça avec Joel Embiid, pour information. Ah Mais ouais, c'est moins impressionnant, j'imagine. Mais ouais, avec tous les trucs, avec tous les petits problèmes qu'il a eu, ouais, les petits endroits où il y a une fracture, une entorse, un problème aux yeux, machin, et t'as des graphiques du coup qui sont assez énormes. Mais c'est vrai que du coup, bah, ces deux mecs-là, et Ben Simmons en particulier, parce qu'il a des trucs qui traînent, les blessures, ça le ruine complètement. ouais. Et Steph Curry blessé aussi, je crois. Steph Curry, ouais, alors là par contre, j'ai pas fait. Je fais moins gaffe. C'est cheville, je crois, non? Oui, non, non, c'est le genou, non? Il s'est pas bloqué un genou, un truc comme ça. Attends, je regarde en même temps Ouais. que. Ce que je crois qu'on parlait de genou au Ouais, début, c'est mais tout à ça. l'heure, j'ai cru voir. Entorse du genou droit d'après Shams. Ok, Et il d'accord. est en Bon, train bah, de passer tant des mieux. examens complémentaires pour confirmer la blessure et le temps de convalescence. Mais les Warriors ne s'attendent pas à ce qu'il manque beaucoup de temps. Mais en sachant ils jouent pas très bien déjà avec lui, qu'il est obligé de claquer 35 points pour qu'il reste dans le match. Et que les autres autour sont infoutus je crois que sur la moyenne de points, j'avais regardé, c'était genre. Si tu additionnes, si tu prends Clay, Chris Paul et Wiggins, t'es même pas à la moyenne de points de Curry depuis le début de la saison. Donc j'espère que c'est pas. Une blessure diplomatique pour pas jouer le tournoi, ce serait pas mal. C'est vrai Bah, qu'il. en même temps, il a annoncé Steve Kerr qu'il jouerait pas trop le tournoi. Ouais, Et quand le mec il te dit je vais pas faire jouer Steph Curry pendant 40 minutes, tu comprends bien que ça peut vouloir dire qu'il va peut-être pas faire jouer Steph Curry du tout, parce que ça, il va peut-être pas le dire à la presse, quoi. Bon, ouais, après, c'est je ça. trouve ça un peu tôt pour le tournoi la finale, elle est en janvier, quoi. Ouais. Donc, Mais c'est c'est vrai peut-être un qu'on peu on l'a prématuré. pas vu la blessure, donc on va voir s'il revient dès le match suivant. C'est qu'il avait envie de chiller un peu plutôt que de risquer la crise d'épilepsie sur le parquet de je sais pas qui. Il joue contre Minnesota, non? J'ai pas le programme en tête. Moi, je découvre chaque semaine le programme des Spurs Tu déjà, connais donc le le programme des programme. Spurs déjà, c'est bien. Je crois, ouais, il Et joue contre encore, et encore. Minnesota. Non, mais c'est ça, moi, tous les jours, je me réveille le matin, je regarde les matchs qui ont eu lieu, et je vois j'avise, tout simplement. Et le chat fait bien de mentionner que un Oh joueur qui était non! cher, un joueur qui est cher à Benjamin Moubèche, Andrew Wiggins, n'est pas dans son assiette pour l'instant. Bah, il est même mauvais en vrai, offensivement au moins. Hmm. Et après, défensivement, moi j'ai lu des choses très intéressantes sur la manière dont, en fait, la manière dont les Warriors jouent actuellement élimine en grande partie les qualités de Wiggins défensivement, parce que c'est un super défenseur sur le point of attack. C'est vrai que là, du coup, les attaques adverses arrivent à s'organiser assez bien pour qu'il soit pas là. Donc défensivement parlant, il a ses excuses, offensivement parlant, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si c'est mental, parce que la saison dernière, il a été loin de sa famille, là. Enfin, il a eu des problèmes familiaux pendant Hmm. longtemps. Donc peut-être que c'est une barrière mentale, mais en tout cas, là, ce qui se passe, c'est assez terrible. Enfin, le début de saison, il n'est pas du tout convaincant, quoi. Ouais, non, mais celui des Warriors, là, enfin, là la petite mauvaise passe, là, je la trouve pas hyper rassurante. Je trouve que Bah, surtout avec Stephen Curry Draymond qui Green part. se répand beaucoup déjà dans les médias après 10 matchs pour défendre le fait qu'il a le droit d'être Draymond Green et qu'il a le droit de parler aux gens et que c'est pas normal qu'il prenne des fautes techniques tout le temps. Et voilà. Là, je sais pas, tu as vu la petite interaction avec Anthony Edwards là, sur le dernier match? Ouais, oui, bien sûr, avec tous les comptes maintenant qui essaient de lire sur les lèvres et qui nous partagent Les les. spécialistes en Non, lecture. mais Est-ce qu'il y a un compte Twitter spécialiste en lecture labiale NBA est-ce que ça existe? si ça n'existe pas, c'est un créneau à prendre. Ben Pitié, oui. prenez-le. Non, mais je suis d'accord, et je regarde un peu les stats parce que j'ai besoin de ça. Mais oui, Andrew Wiggins, c'est 10 points. Il y a combien de pourcents? 40. C'est bien d'avouer ton addiction. Je regarde les stats parce que j'ai besoin de ça. Non, mais c'est vrai que, en fait, je trouve que quand tu regardes le jeu, tu peux te dire X joueur, il est horrible, machin et tout. Hmm. J'aime bien avoir des stats en plus du. Ouais. C'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe. Et là, oui, Andrew Wiggins, quand tu le vois jouer, c'est moche. Et quand tu vois effectivement. euh, Quand tu revois les stats, c'est encore pire, quoi. C'est vrai que moi, le truc qui me choque le plus, c'est 15% à 3 points, quoi. Alors que quand il est arrivé à Golden State, c'était un des trucs principaux où
il s'était développé à 3 points, il avait enfin débloqué son shoot, et il était devenu un vrai bon 3&D. Et là, bah, c'est pas possible. Alors que Kuminga, tu vois, quand je le vois mauvais à 3 points, bah, ça confirme le high test, effectivement. Et Kuminga, il compense ailleurs aussi, quoi. Ouais. Et ouais, non, c'est pas du tout rassurant, et c'est clair que je sais pas ce qui va se passer sans Steph Curry. Tu vois, j'aimerais bien pouvoir dire, là, sans Steph Curry, ça se trouve, les mecs, ils vont se réveiller parce qu'ils vont pas avoir le choix. Mais déjà, quand je vois certaines possessions de Klay Thompson qui a tendance à, sur certaines actions, monopoliser la balle et tenter des choses impossibles, en fait, qu'il ne peut pas mettre, et il finit par se faire contrer à 3 points, ça m'inquiète de me dire que ces mecs-là vont avoir plus de responsabilités offensives. Et j'aimerais trop dire, ouais, les blessés, c'est l'opportunité justement pour les autres de se remettre en avant, de se mettre en rythme, machin. Mais en vrai, on sait très bien que ça, c'est pas comme ça que ça marche. Et qu'il est tout à fait possible que les Warriors soient juste toujours mauvais, mais sans leur meilleur marqueur qui met 30 points par match, quoi. Après, Chris Paul va intégrer le 5 du coup. On va pouvoir voir. Moi qui réclamais Chris Paul dans le 5 en début de saison et tout le monde me disait mais non, il faut le mettre en sortie de banc. Alors il est pas mal en sortie de banc à part que il rentre pas un shoot, Donc mais t'as pris ton pied de biche et t'es allé mettre un gros coup dans le genou de Curry juste pour nous prouver que t'as raison. C'est ça que tu je nous dis en fait. j'oserais pas. Tu sais que je l'apprécie trop. C'est une des seules superstars que j'aime vraiment bien. Moi j'ai un côté, c'est maladif, j'aime bien les outsiders. J'ai du mal à être vraiment fan des gros joueurs, quel que soit le sport. Et Curry, j'ai du mal, je trouve jamais vraiment rien de mauvais à dire sur lui. J'aime bien sa personnalité, j'aime bien son jeu. Je le trouve sympa, voilà. Donc non, je lui souhaiterais jamais de blessure. Jamais j'irai moi-même mettre un coup de pied de C'est biche juste pour exactement ce dire que que j'aime bien. c'est exactement ce que dirait un mec qui lui a mis un coup de pied de biche dans le genou, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Pardon, je t'ai coupé du coup. Non, non, aucun souci. Mais moi, j'avais envie je voulais voir Chris Paul titulaire, en fait. Avant qu'on dise qu'il était totalement cramé et que c'était invraisemblable de le mettre dans le 5, euh, je voulais le voir titulaire, quoi. Eh Loulou, tu fais bien, j'avais pas pensé à Jokic, mais enfin, son avènement, c'est tellement récent dans mon esprit que. Mais non, évidemment que j'adore Jokic. J'adore Jokic, j'adore le côté presque surjoué du mec qui n'en a rien à secouer et qui attend qu'une chose, c'est de se barrer en Serbie pour voir ses chevaux. J'adore. Le côté. Moi, je trouve que c'est encore une partie où c'est le storytelling et le truc, Ah, mais bien le manque de sûr. nuances et tout. Mais il fait ça aussi parce que ça l'arrange, parce qu'il n'a pas envie de. Ça lui évite aussi peut-être un surplus encore d'attention médiatique et de questions. Il est obligé d'y répondre aux questions, il est obligé d'être présent en conférence de presse tout le temps. Mais, oui, je pense il en rajoute peut-être un peu sur ce côté-là, mais Je dans pense que sa les personnalité médias quand en même. rajoutent beaucoup, tu vois. Ouais. Moi, je trouve on fait tout le temps, enfin, c'est ce truc, encore une fois, de pas de nuance, on fait tout le temps comme si, et je sais que c'est pas ce que tu disais, Hmm. mais genre Jokic, il aime que ses chevaux, en fait, il aime pas le basket et machin. Et Ah, ça, dans le c'est pas discours des ça. médias et des fans, tu l'entends, en fait. Hmm. Et je trouve que il y a un côté too much sur Jokic. Je suis sûr que le mec, il adore le basket. Ah Et non, mais je l'adore aussi, comme non, toi. mais il adore ça. Il regarde des colloques, des séminaires de coachs serbes. Ouais. Non, mais vraiment, il se tape Mais des je trucs. sais, Il a vraiment. Pour avoir un cerveau basket comme ça, une intelligence, une vision de jeu comme ça, il doit en bouffer du basket. Par contre, il déteste, hmm, je pense, les à côté ouais. toutes les sollicitations médiatiques et répéter 800 000 fois les mêmes choses. Tout ce qui provoque de la fatigue mentale dont il n'a pas besoin, en fait. Ça, je pense ils sont contre fous. Mais à côté de ça, euh, tu vois, regarde, parfois devant la presse, il a des interactions sympas avec les médias de Denver aussi. Parfois, il parle de basket, tu sens que ça le fait pas chier. Mais globalement, c'est quand même pas le plus. En tout cas, il surjoue pas l'inverse, qui est plutôt la tendance de l'époque. Je suis un bourreau de travail, je pense, vie, mange, bois, basket. Le côté Mamba mentality, alors que du coup, les mecs en font pas 20% de ce qu'ils prétendent faire. Il y a l'excès inverse parfois, mais moi, ça m'amuse. Ça m'amuse Jokic même si, admettons que ce soit un peu trop théâtral, et je suis pas sûr que ce soit si théâtral que ça sur l'aspect des chevaux, parce que tu as Non, La séquence avec il Jamal aime Murray. vraiment ses chevaux, Non, mais il aime ses chevaux, mais il y a un plus que moment tout. où ils sont filmés avec Jamal Murray, tu vois Jokic Ouais. qui est en train de regarder son téléphone et il est en train de scouter des chevaux, quoi. Et il est très Ouais. sérieux, il lui répond, il dit qu'est-ce que tu es en train de faire, et il lui dit, bah, ouais, j'ai des chevaux que je suis en train de scouter, là, t'en as combien? Je sais plus combien il lui dit, 5 7 Enfin, donc le gars, Je crois même. je crois que c'est 4. Parce qu'au début, il Ouais, lui dit un chiffre super élevé, après il revient, il dit 4. ouais. Non, mais c'est. Donc, il. Non, non, je pense que c'est quelqu'un d'authentique, de naturel et tout ça, et qui aime vraiment le basket, sinon il serait pas aussi fort. Mais, ouais, non, si, bah, dans les stars, si, évidemment que je l'aime, mais du coup, il a tellement pas le côté star des autres presque que. Voilà.
Tweet pas mal Et, sur Jokic, Ben, ses frères sont dans la... Ah ouais, j'avoue que c'est quelque chose à éviter, ouais. ça va, je tweete rarement mal sur Jokic. Souvent, je suis plutôt de son côté. Moi, je suis pas du tout dans la team. C'est une des rares superstars que j'aime. De toute façon, j'aime quasi tout le monde. Toi, tu Donc, aimes tout le monde, ouais. je- voilà, quasi tout le monde. Mais James Harden, tout à l'heure, je l'ai défendu parce qu'il y a de la nuance à porter, mais je n'aime pas James Harden. Qu'on se mette d'accord. Et tu peux pas rentrer chez Basket Session si t'aimes pas James Harden. Il y a le test à l'entrée et c'est pas Ah, si possible. tu aimes James Harden, tu peux pas rentrer, tu veux dire, ouais. Ah, bah, c'est ce que je voulais dire, ouais. Et c'est Ouais. pareil pour les Sixers. T'as le petit questionnaire au début où on te teste et on s'assure que tu n'aimes pas les Sixers et que tu n'aimes pas James Harden. Ah, Sinon, ah, c'est pas tu possible. vois, avec tes bêtises, les gens vont. Parce qu'il y a plein de gens dans les commentaires des CQFR et des podcasts qui disent ouais, voilà, les C'est haters des Sixers, les haters de machin et et tout. c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça, bien Ouais. sûr. Non, Mais non, c'est mais pareil, je fais encore. Moi aussi, je fais du storytelling abusé, hein. On n'a pas de hater des Sixers. Enfin, je- on a, je pense, un hater des Sixers chez Basket Session, mais il n'écrit pas, il est pas dans les late sessions ni rien, il est dans l'ombre, et c'est dans ses mails qu'il déploie sa haine contre cette équipe. Pensez c'est à ça. Guillaume. Et mais Kat, on le déteste pas, Kat, hein. Mais Moi, je l'adore en je plus, l'aime bien hein. ce gars, c'est pas. Mais c'est juste que ça peut être un peu irritant de l'entendre dire. Lui, pour le coup, il surjoue des trucs, tu vois. Lui, il en fait trop sur d'autres aspects aussi, mais sinon, on déteste pas Kat. Moi, Mais c'est vrai qu'à je chaque late déteste session, il personne. y avait, tu sais, le running gag quand même on parle de Karl Anthony Towns et on le descend un petit peu quand même. Ouais. Bah là, ça se passe bien pour les Wolves, et à l'exception d'un match ou deux où il a été un peu anecdotique, il contribue bien. Après, vous me ferez pas Ouais. dire que c'est grâce à lui que les Wolves jouent bien. S'il y arrive 4 ou 5e dans les raisons qui font que. Enfin, dans les joueurs qui sont pour moi le plus important à Minnesota cette année, mais 4 ou 5e. bah, dans l'importance, hein, je parle pas du talent, sinon avec Edwards, c'est le joueur le plus talentueux et c'est peut-être même le joueur le plus. Avec le talent brut le plus important Minnesota. Ça, c'est pas. Après là, je vais peut-être te saouler pour une place ou deux, hein. Je te parle de troisième, peut-être. Moi, c'est la hauteur du débat, tu vois. On parle de. Je chipote, je Bah moi chipote. Mais oui, cette année ça se joue entre pour l'importance, je parle pas du talent les gars, hein. Gobert, Rudy, Anthony Edwards, Edwards, Gobert Edwards. ça c'est Alors sûr, ça se en voit 1 et pas dans 2. les stats, mais Mike Conley pour moi c'est un vrai meneur de jeu. Il est pas blessé, il connaît bien Gobert aussi, très important. Nasrid il est super important en sortie de banc aussi. McDaniels il marque pas un copec mais il défend quand il rate pas les matchs. Donc ouais, enfin, pour moi, Kat, il est. Alors c'est une excellente. Du coup, c'est un excellent bonus. S'il joue comme il sait le faire et qu'il veut pas être le visage de la franchise et qu'il nous fait pas de la comédie à s'enfermer chez lui parce qu'il a perdu un premier tour de playoff et tout ça, il est super important. Il peut être super important, mais pas dans le rôle que lui envisage peut-être. C'est ma limite avec lui pour l'instant. Mais sinon, j'ai longtemps trouvé que c'était un garçon qui s'exprimait bien, qui était intelligent, intéressant. J'ai eu beaucoup d'empathie pour lui quand il a perdu les trois quarts de sa famille pendant le Covid. C'était très dur de l'entendre à ce C'est clair. sujet. Et après, ça n'empêche pas qu'on peut le critiquer. On peut, Sur le basket, on c'est peut le clair. critiquer sur le basket et sur la communication. Après, l'être Ah humain, on oui, va pas c'est sûr. critiquer l'être humain non plus. C'est un excellent huitième homme 4, on abuse avec lui. Non, je suis pas jusque-là, mais c'est un énorme talent, faut se rendre compte, c'est un talent monstre ce qu'il a dans les pattes, justement, et le côté big man shooter et tout, il a des mains en or, c'est un super joueur, mais voilà, ça ne suit pas toujours. Je pense que la métaphore de Maestro Bengali est incroyable, enfin la comparaison plutôt. Ah, Le 4 de Schrödinger, on l'avait fait, le chat de Schrödinger, ouais. Tant que tu ne sors pas de la boîte dans laquelle il s'est incroyable. enfermé tout seul, tu peux en attendre du positif comme du négatif. C'est beau, hein. C'est Toi, très toi, le cool. fan de philosophie, Ouais, c'est plus de la science en l'occurrence, mais oui. oui, c'est vrai, pardon. Ouais, Mais Schrödinger, ça sonnait philo, alors, mais non, mais oui, c'est évidemment un parce que scientifique. Schopenhauer aimait aussi les chats, donc t'inquiète. Mais D'accord. j'ai vu une question sympa de Simon plus haut qui disait c'est quoi genre les trois teams préférés de basket session? Genre Bah, si si on on faisait un fait. sondage. Ouais. Après, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment des teams? C'est plus des Non mais tu joueurs, sais, comme des. il y a des teams qu'on aime bien regarder quand même. Ouais. Ouais, il y a les Sixers qu'on déteste parce que il y a c'est dans la convention collective. Mais Ah, à part Miami, ça, c'est ouais, Théo. Miami, c'est surtout Théo, les gars. Nous, on n'est pas. Sinon, je suis pas. On aime bien. enfin, moi j'aime bien Miami, hein, quand même. Oui, j'ai rien contre Miami. Moi sinon, les équipes, moi, je suis plus. Après, enfin, ça dépend. On parle en général ou actuellement? Parce que sinon, en général, moi, c'était Orlando et New York. Euh, Moi j'aime pas Orlando. Genre, j'ai ouais.
problème avec cette franchise. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je ne ressens rien pour cette franchise. C'est normal, hein, Donc, c'est parce que mais c'est normal de rien ressentir de toute façon parce que c'est pas, genre, c'est une ville qui laisse insensible. À part Disneyland, il y a pas grand-chose. j'adore Euh, Disneyland. Bah alors, bah, tu devrais aimer Orlando. J'ai- Le J'aime front Orlando, hein, mais office et j'aime les pas le Magic. proprios, c'est pas ouf. Mais c'est surtout que moi c'est juste par nostalgie parce que c'est l'équipe qui m'a amené à la NBA en fait. Donc c'est presque côté franchise de cœur bah, avec New York, mais plus parce que la ville et tout. Et sinon, Antoine, il est un peu fan des Blazers quand même. Avant Lillard, Ouais, ouais, il d'ailleurs, a ce côté-là. il avait un côté fan des Blazers. Donc moi, Orlando, New York, toi, Ben, t'as un... Non, toi, t'as pas d'affiliation particulière. Alors, attends, moi, ma caméra a plus de batterie, donc je vais switcher, hop. Pas de souci. Parce que je suis une tête bizarre sur le truc. Mais non, non, moi, j'ai pas. Enfin, si les Spurs, bonjour, si vous regardez ce stream, c'est vous que je préfère. Coucou, laissez-moi tranquille. Et non, en vrai, moi, j'ai une période où j'étais un peu fan des Raptors. Parce que c'est la première équipe que j'ai vue jouer en NBA, genre pour de vrai. Là, vous Ouais. voyez qu'il fait sombre dans ma chambre alors qu'il est 17h30. Mais, euh, mais à part Toronto, non, j'ai jamais vraiment eu de coup de cœur particulier. Et non, mais regardez, la haine de la fanbase de Toronto n'est pas dans la convention collective. J'aimais bien Toronto. Et à part ça, ouais, bof, j'ai pas de trucs avec des franchises sur lesquelles j'accroche particulièrement. Avec le temps, je pense que Dallas peut peut-être en faire partie. Après, j'aime pas la manière dont c'est géré. Mais non, ouais, non, je voyais pas trop de teams. Après, il y a des teams dont on parle plus que les autres. Et des teams qu'on aime cette année plus que les autres quand même, je pense. Oui, Genre, San Antonio, par exemple, moi, je les aime bien cette année, fatalement. Je suis un peu obligé, quoi. t'es un peu obligé parce que tu sais qu'on nous, tu sais qu'on nous écoute. Mais c'est ça, complètement. Shai, pourquoi tu penses qu'Orlando a une franchise NBA alors que c'est une grande ville des États-Unis? Alors que c'est pas une grande ville. Ah, pff. Bah à l'époque, faut revenir à la genèse un peu de comment c'est arrivé, mais c'est une ville extrêmement touristique. La Floride est un bon marché quand même. Donc, j'ai pas l'explication de pourquoi ils ont fait une franchise là-bas exactement. Il y avait un documentaire sur. Mais moi, je me souviens pas de la partie choix de l'endroit, mais plus de la formation de l'équipe avec la draft d'expansion. Et moi le souvenir que j'en ai de quand j'étais petit et quand j'ai commencé à les adorer, c'est juste le terrain, quoi. C'est les cassettes de mon cousin avec Penny Hardaway et Shaq qui roulaient sur tout le monde. Jordan qui était pas dans l'équation, puis Jordan qui revient et le Magic qui le renvoie en vacances. Enfin, voilà, c'est ce que. Moi, c'est ça que je me souviens. Mais oui, je comprends que ce soit. Aujourd'hui, c'est une franchise assez insipide. Mais moi, j'ai bien aimé la période avec Dwight Howard parce qu'ils étaient compétitifs et qu'il y avait un côté sympa, un peu chaud. Mais, euh, mais bon, je comprends. Et après, pour revenir sur les autres de l'équipe, c'est plus des joueurs, je trouve, qu'ils ont. Et des Ouais, c'est périodes, vrai. tu vois. Julien qui nous écoute, c'était. Dirk, Bah alors, il y a eu Dirk, mais avant, c'est quand même Magic Johnson. C'est quand même c'est l'admirateur c'est un grand admirateur de Magic Johnson, donc il a forcément aimé les Lakers de cette époque. Mais c'est dur d'avoir une fidélité sur le long terme, je trouve, pour une franchise. Tu vois. Si t'as pas bah, d'attache, si t'as surtout une quand. attache, si t'es né, je veux dire, si j'étais C'est né à ça. Orlando, moi les Knicks, c'est pas les Knicks en eux-mêmes que j'aime, c'est parce que New York, depuis que j'y suis allé la première fois, c'était ma ville préférée, j'y ai passé un an, tout ça, donc t'as une attache, tu vois, t'es obligé de, je vais toujours les suivre et espérer qu'ils soient bons. Mais sinon, Orlando, c'est de la nostalgie. Quand ils sont bien, je suis content. Et s'ils sont pas bien, j'en ai rien à secouer, tu vois. Donc, Non, mais c'est vrai que je pense que quand t'es pas sur un marché, et que t'es en France et que en plus t'as la mission un petit peu de regarder toutes les équipes parce qu'on est journaliste quand même, je pense que c'est plus dur de s'attacher quand même. Et c'est pour ça que moi, je me suis un peu détaché de toutes les équipes parce que à force de regarder tout et de bouffer de tout, bah t'es vite tenté par X équipe et au bout d'un moment tu te rends compte que t'es fan d'aucune en fait, juste t'aimes bien comment cette équipe-là elle joue, t'aimes bien comment cette équipe-là elle défend, et du coup tu t'attaches à ça. Donc non, je pense que c'est plus dur. Après ouais, les joueurs, je pense qu'on a quand même des petites accroches bah, plus c'est que ça. chez on a nos chouchous quoi, Bah, c'est on va ça. dire. Mais en fait, je trouve que, enfin, moi personnellement, il y a plus des équipes avec lesquelles j'ai jamais accroché, plus que des équipes que j'ai. Tu vois, C'est quoi historiquement, les équipes? Vas-y. non, mais historiquement, j'ai toujours eu du mal avec les Lakers. Mais c'est bête, D'accord. c'était une réaction de fan parce que toutes les équipes que j'aimais bien sur une période donnée ont été éclatées par les Lakers, quoi. Enfin, c'est-à-dire que moi, mon joueur préféré, c'était après Penny, c'était bon parce que ça a pas duré très longtemps, mais c'était Jason Kidd. Bah, les Nets, ils ont pris cher. J'adorais Iverson et les Sixers se sont fait battre. Forcément, j'ai développé une petite aversion. Puis le côté,
Alors moi, je suis plus un gars de la côte Est, hein, de toute façon, j'aime plus les villes de l'Est que de l'Ouest, mais le côté, bon, moi, de toute façon, on va balancer les saisons parce qu'il y a forcément une star qui va revenir, tu vois. Ça, ça m'a toujours saoulé. Mais bon, c'est bête et méchant, hein. J'ai rien de base contre les Lakers. Leur histoire est fantastique. Beaucoup de gens adorent la ville de Los Angeles. Je comprends tout à fait, hein, tu vois. Ouais, t'es Et juste un hater par principe, quoi. hater un peu par principe. Après, des équipes qui me laissent un peu indifférente, il y en a plein. Mais c'est par période, tu vois. Bah, j'aurais jamais cru Oklahoma City, j'aimais pas spécialement. Et même la période est un peu excitante avec Durant, Westbrook, Harden, j'étais pas plus emballé que ça, même si je les trouvais très 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 forts. Là, j'aime bien ce qui se fait, j'aime bien la manière dont ça a été construit, donc j'aime bien la franchise, quoi. J'aime bien Sam Presti, ce qu'il a fait Et là moi aussi, ouais. actuellement. C'était déjà lui qui avait œuvré avant, hein, donc c'est pas. Mais c'est par période, c'est dur, je trouve, d'avoir un. C'est pas comme au foot, quoi, où t'as une espèce d'affiliation aveugle quasiment de naissance et après t'es condamné à vivre avec ça, je sais de quoi je parle. mais, euh, mais ouais, c'est. Après, donc, ouais, du coup, les équipes basket session, bah, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'équipe basket session à part celle qu'on vous a citée là. De Guillaume, dont on parlait tout à l'heure, il est vraiment fan d'Enix à la base. Mais, mais voilà. Et ouais, c'est ça, c'est le topo, je pense. Mais Mais Kiki, c'est ça, fan des Grizzlies, non. Fan des Grizzlies, j'adore les Grizzlies, j'ai adoré les Grizzlies sur certaines périodes. Sinon, enfin, je veux dire, c'est un peu insipide. Je suis jamais à la même fils de ma vie, ce qui est une erreur, parce qu'il paraît que c'est sympa. Mais, euh, mais là, en ce moment, sur les 2 3 dernières années, je les aimais bien, ouais, j'aimais bien ce qu'ils représentaient. La ville en elle-même, bon, pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas vu. non, mais c'est exactement ce que dirait un énorme fan des Grizzlies qui vit secrètement à Memphis, quand même. Comme par hasard. Fan d'Elvis Presley. Non, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de team. Dans ma tête, je pensais qu'on pourrait trouver peut-être une team ou deux basket session, mais non, pas du tout, en fait. C'est bien, ça montre qu'il y a de la variété, un petit peu de Ah bah, diversité chez il nous. y, a il y a réellement de la variété pour le coup. Après, je pense Ah que, ouais, à part toi, entre les boomers peut-être, qui aiment Magic Johnson et les jeunes, oui, c'est clair que c'est ça, il y mais a une différence. il y a un point, je pense, qui nous rassemble, et sauf toi, je crois, parce qu'on en avait discuté une fois. Mais dans l'absolu, sur la fameuse question inutile, mais donc qu'on ne peut s'empêcher de se poser sur le GOAT à chaque fois, je crois que nous, on est un peu enfermé enfermé dans notre dogme pour Jordan. Et alors que je crois qu'on en avait discuté longtemps, t'es plutôt. Non, en vrai, je suis partagé, mais plutôt Team Jordan. Mais surtout, je pense que c'est une question qui m'intéresse pas tant que ça, Non, non, bah oui. et, mais je dirais quand même Jordan, ouais. Après, moi, je fais la nuance. Pour moi, le GOAT, c'est Jordan. Et je pense que LeBron James est un meilleur joueur de basket, genre dans le talent et tout ça. Après, je me suis pas fait tous les matchs de Michael Jordan en carrière, donc c'est un avis qui est. Enfin, j'en ai regardé hein, beaucoup, mais je veux dire, c'est un avis qui est pas suffisamment éclairé et je pense que Mm. c'est juste de l'opinion, quoi. Ouais, de toute façon, c'est très difficile, à moins d'en avoir bouffé ouais, de s'être documenté à mort, c'est compliqué, mais je pense on peut se mettre d'accord sur au moins LeBron qui est le joueur le plus complet et à la longévité la plus folle. Je pense que ça, c'est quand même, même les gens qui n'aiment pas LeBron, tu peux absolument pas lui enlever ça. Et le côté révolution et passage du basket à à un niveau stratosphérique, Jordan, forcément. Mais bon, Ouais, c'est c'était sûr. juste pour parler de nos différences possibles. Mais même là, finalement, ça va. Je pense que c'est dans la manière de jouer et de construire les équipes, limite. Genre, notre point de vue sur le tanking, c'est ça la vraie différence, je pense. Où Ah moi, oui, j'aime c'est bien le vrai. tanking et évidemment, T'avais fait un très les bon autres, papier moins. sur ta passion pour le tanking. Alors, peut-être ma passion, ça. Ouais, non, c'est vrai, j'adore le tanking, Bah, en fait. toi, tu serais GM, tu embrasserais le chemin, la voie, le côté obscur sans aucun problème, on est d'accord. Moi, je pense que j'aurais fait exactement ce que fait Sam Presti. Quand je joue à Touquet, c'est ce que je fais. Maintenant, le faire pour de vrai et passer tous les coups de fil, ça m'aurait saoulé. Donc, je laisse le travail à Presti, y a pas de problème. Tu penses aussi, Saminki est ton prophète sacrifié sur l'autel de la compétitivité par la NBA. J'adore Saminki. Je sais pas si c'est mon prof. Enfin, peut-être un peu quand même. Je sais pas trop. Mais j'adore Saminki. En fait, j'aime juste quand il y a un plan qui est clair et que les mecs qui suivent le plan. Et c'est vrai que Presti, moi, ce que j'adore, c'est que il s'est décidé de construire d'une certaine manière. Et là, il fait ça. Et Saminki, c'était la même chose. On l'a pas laissé aller au bout de son truc, mais il avait un projet clair. Il voulait aller au bout de son projet clair. On l'a pas laissé finir, mais j'aimais bien son approche. J'adorais Et après qu'il se soit fait virer les mecs qui étaient avec les pancartes Saminki died for our sins, il est mort pour nos péchés. Il y avait un côté très biblique, christique presque chez lui, alors qu'il ouais, complètement. physiquement il ressemblait pas trop aux images du Christ qu'on connaît, hein, mais
C'était assez En plus, drôle. il était pas très médiatique, donc il n'y a pas de Ah raison non. qu'il n'ait non plus une base de fans de fou. Ouais. Mais je sais pas, le mec, c'est un personnage un peu attachant et c'est vrai qu'il avait un plan. Et quand tu l'entends parler, parce que du coup, dans le dernier MOOC Loser, que je vous recommande si vous l'avez pas déjà, parce qu'il est merveilleux. Je dis ça, j'en sais rien, j'ai pas le MOOC parce que je suis aux États-Unis, mais je suis sûr qu'il est merveilleux. Et du coup, j'écrivais sur lui et je sais plus où je partais, c'est pas grave. Ah si, si. Il expliquait que pour lui, le tanking et le process, c'était le meilleur plan pour Philadelphie. Et s'il avait été GM ailleurs, il aurait fonctionné différemment. Donc c'est pas un mec qui est là en mode tanking bête. Et c'est pareil, j'aime pas le tanking débile. Juste j'aime bien quand c'est approprié, que l'équipe reconstruise complètement, que ça passe par le tanking et que les mecs abusent complètement des règles de la NBA. Ça c'est mon kiff. Mais bonne question de Kikish. Bien sûr qu'on a les MOOC gratuits BS. Il faut que tu envoies ton adresse à Théo si c'est pas déjà fait. Mais est-ce que Alors, sinon j'aurais t'étais pas sûr de te fixer à cette adresse-là aussi? Je crois que c'était aussi ça la question. Ouais, il y avait ça, et de toute façon, c'est pas grave, je le récupérerai en février quand ma copine viendra me voir. Elle qui a lu du coup le MOOC et qui a beaucoup aimé, pour info, alors qu'elle s'en fout du basket de base. Mais bon, Nota- fatalement, à force, elle connaît quoi. Notamment l'article sur Greg Oden que tu as signé, qui est très bien. C'est vrai, j'imagine qu'il est cool. Je sais pas, je l'ai pas lu. Je sais pas, je l'ai pas lu, je l'ai pas écrit. C'est une IA qui l'a fait pour moi. J'ai tapé Greg Oden à loser et ça m'a sorti 5 pages comme ça. Voilà. Impeccable. Non, non, mais. Non, si, on a les mots gratuits, celui-ci, c'est vrai que je l'ai pas eu. Et pour Julien, oui, le côté psychorigide. Je sais pas, je me définirais pas comme psychorigide, mais j'avoue que quand j'ai lu que Staminky avait une seule tenue et qu'il portait en boucle, tu vois, les mêmes vêtements, c'est dans son placard, il y a 7 fois le même costume et il le met 7 fois par semaine, j'avoue que ça m'a un petit peu émoustillé, que je me suis dit que j'aimerais bien faire pareil. Mais, mais bon, Je te vois comme le mec de l'agence touriste. J'aime quand un plan se déroule sans accroc, mais je sais pas si t'as la ref, tu vois. C'est malheureusement, trop tu vieux. sais bien bah, non seulement c'est trop vieux, en plus je regarde que des dessins animés, donc C'est vrai. je regarde que les Simpsons en boucle, Mais donc c'est pas possible. la team vieux du chat aura la ref, je pense. C'est pas si vieux que ça, si. 80, quand même, hein. Hannibal de l'agence touriste, ça a 40 ans, hein, je pense. Ah bah moi tu me dis, hein, parce que moi je j'ai jamais connu ça, donc si c'est à 40 ans, c'est le double de mon âge. C'est vrai. Les années 70, merci Gis. Ah d'accord, quand même. Ou- Oui, Samiki. Non, mais j'avoue que après le mec, j'aime juste son organisation, quoi. Genre, par exemple, je sais que un jour, il voulait visiter une maison quand il a déménagé à San Francisco après avoir été viré des Sixers. En fait, il a utilisé une application. Il a payé des mecs pour récupérer une application qui sert à la base aux entreprises qui font des livraisons pour faire un chemin optimisé pour passer devant toutes les maisons qu'il voulait visiter, pour en éliminer un maximum et du coup accélérer le processus plutôt que de tout aller les visiter une par une et du coup d'arriver, d'être déçu en face et de se dire direct que c'est pas la bonne. Voilà. Donc ça, moi, ce côté méticuleux, oui, il m'excite un peu. Ah, il Mr. faudra. T, je connais, mais Mr. T, c'est les pubs pour moi, c'est tout. Ah ouais, bah c'était Barracuda dans l'agence touriste. Désolé. Ouais, ça arrive, hein. Je crois que vous aviez dit qu'on pouvait proposer des sujets de MOOC. Un MOOC sur les remplaçants, soldats, genre des Looney ou Della Vedova, des équipes vainqueurs. Alors tout un MOOC, alors c'est un sujet très intéressant, je te l'accorde. Un MOOC entier, je ne sais pas si on le tiendrait. Sur un très bon sujet. Ça s'intégrerait peut-être dans un MOOC sur un autre sujet plus vaste. Parce que c'est ça la difficulté. Enfin, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on fait au moins 240, 250 pages sur une thématique. Euh, Tu vois, il faut vraiment que ce soit large. Et là, du coup, juste les soldats des équipes victorieuses, je sais pas si. Alors, Ouais, il y ça risque aurait à d'être un peu dire, hein, short. mais je pense qu'on arriverait vite, on serait vite à court, je pense quand même. Ouais, voilà, Ouais, Julien, voilà, Julien fait bien de nous dire, faut qu'on en vende des mots quand même. C'est vrai, les gars, pensez à comme nous. nous le, Proposez-nous des comme nous le dit sujets à cliquer, des trucs qui font cliquer, qui font vendre, voilà. le capitaliste qui est dans le chat est complètement contre cette idée, je suis désolé. Voilà. Un MOOC Et vu qu'on arbitrage. ne possède pas le capital, on n'a pas le choix. Non, arbitrage, c'est un peu pareil, je pense que ça risque d'être un petit peu. Merci Pedro. Enfin, envie de faire Voilà, le tour, quoi. J'ai pas encore vu l'interview, mais ouais, elle a l'air cool. je vais vous mettre le lien. C'est donc une interview avec Johan Rosso qui. Les gens ne le savent pas, mais on a un Français qui est l'un des meilleurs arbitres du monde, en tout cas hors NBA, parce que l'accès à la NBA est compliqué. Mais Johan Rosso a arbitré des finales de Coupe du Monde, il arbitre fréquemment en Betclic Elite, en Euroleague. Bah moi, enfin, comme je le disais dans le tweet, ça a été une vraie révélation parce que je connaissais mal le métier de l'arbitre, surtout de basket.
Et comme je le disais aussi, j'ai un côté fan de foot qui, sur son canapé, critique une fois sur deux la décision arbitrale quand elle n'est pas pour son équipe. Et au niveau de la psychologie, de son quotidien, de la manière d'aborder son métier, c'était vraiment... c'est super intéressant, donc je vous le recommande. J'essaierai de vous mettre le lien avant la fin de la late, là. C'est quoi les thèmes suivants des MOOC? On va pas vous le dire comme ça, les gars, quand même. Ce serait trop facile. Il faut faire monter Euh, la... Moi, vous savez quoi, je vais vous le dire parce que je m'en fous. De toute façon, ils veulent me virer, donc je vais vous dire la vérité. Bzzz. Le pro- prochain thème, Andrew Wiggins. Voilà, j'annonce. Là, ça nous fait un peu chier qui sous-performe, mais prochain thème, Andrew Wiggins. Après, Ouais. je vois le sniper là qui est juste posté sur le toit de l'immeuble à côté. Merci Théo pour ce petit cadeau. Mais non, non. Est-ce qu'on sait ce que c'est les thèmes suivants des MOOC? Genre, est-ce que juste on me dit pas ce que c'est ou Non, 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 mais on a un pool de sujets qu'on a envie de faire. D'accord. Après, on n'a pas arrêté proprement le sujet du prochain, voilà. Mais vous D'accord. inquiétez pas, on n'est pas du tout à court d'idées. Il y en aura un paquet encore. On a des trucs très Parce que très pour bien. info, moi je décide pas, hein, donc me demandez pas. Moi, ils me disent pas, en fait. Ils m'envoient juste un message en mode hey, on a fait ce MOOC, on a signé des articles Tu avec veux- ton nom, tu il nous feras reste genre. il nous reste une demi-page. Tu veux pas écrire un petit truc? Mais Ah, c'est ça, Théo a hein. dit il y a deux choix. Ah bah ah ouais, si vous écoutez Théo en dehors des heures, eh bah ouais, c'est vrai. Bon bah oui, oui, oui. Effectivement, il y a peut-être bien deux choix. Moi, je veux un MOOC sur Titi Normandie, où c'est que des histoires de Titi Normandie, tu vois. Moi, j'achète, franchement. Bah évidemment. C'est beaucoup de travail pour Titi, hein, mais il peut le faire, franchement. Ah, dans First Team, ah oui, mais j'ai pas vu. C'est vrai que Théo est passé. Vous avez le replay sur YouTube aussi chez First Team. Il est passé dans leur libre antenne hier, donc il a dû en parler. Ils ont tiré les verres du nez, du coup. C'est très marrant parce que je sais pas si t'as vu la vidéo, mais du coup, il y a Théo à côté d'Erwan. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il porte des vêtements exactement de la même couleur, exactement le même type de vêtements, deux chauves côte à côte. Ça m'a fait trop rire, tu vois. C'est la génération. J'espère que Théo va pas s'arrêter sur ce passage. Non, mais tu vois qu'ils sont habillés de la même couleur et de la même manière, je me suis dit, mais what the fuck, tu vois. Est-ce qu'ils sont coordonnés pour. Et du coup, l'image, elle est trop perturbante. T'as l'impression de voir un peu double et tout. Avec deux mecs que j'aime beaucoup, du coup, Théo et Erwan en plus. Théo, bonjour si tu m'entends, augmente-moi. Et L'interchangeabilité du chauve, c'est ça. ouais, c'est mes haters finalement qui se réunissent au même endroit. Même carrure, non, c'est vrai que Théo Ah, est un peu plus grand. je crois. Non, Erwan, il est un peu plus grand que Théo, non? Ah ouais, tu Oui, penses? Enfin, oui. moi, en fait, j'ai jamais vu Théo en vrai, j'ai déjà vu Erwan en vrai. Attends, c'est vrai ça. Mais d'ailleurs, c'est C'est super fou. bizarre de dire que j'ai vu Erwan en vrai, mais pas Théo. C'est fou quand même. Bah oui, parce Bah que. ouais. Mais je suis le seul, je suis le seul de la rédac à t'avoir vu en vrai, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est fou. Et dans ma tête, Ouais. Théo, il fait 2 mètres, hein. Pour moi, il a une tête de grand, donc il est super grand, quoi. Ah, il est pas petit. De mon point de vue, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui est petit dans le milieu du basket. Si vous voulez, quand il y a des événements, je suis pas au top, quoi. Mais Théo, ouais, au niveau de l'âge, bonne question, bonne question. Ils sont à peu près du même âge, je pense, hein, Ok, je ok, ok. pense. Ouais, je n'existe pas, je suis juste une IA qui est là pour vous parler et vous faire genre qu'il y a de la jeunesse chez Basket Session. Mais Alors non, qu'en fait, si, mais si, j'ai mangé japonais avec Benjamin Moubet, je peux vous dire qu'il est réel. c'est exactement encore une fois, ce que dirait quelqu'un qui a créé une IA pour faire genre que. Comme Voilà, quand, comme, aujourd'hui, je vois les complots partout, voilà. comme quand je dis aux gens qui critiquent l'accent d'Antoine, à chaque fois je raconte je l'ai vu interviewer Carmelo Anthony en parlant en anglais et que l'autre l'a très bien compris. En fait, c'est ce que dirait quelqu'un qui voudrait faire croire qu'Antoine est compréhensible en anglais, en fait, c'est ça. Je vois ce que tu veux Mm. dire. On peut plier Ben comme la cuillère dans Matrix. Matrix que je n'ai pas vu également, ça fait partie Ah des choses non! honteuses. Mais je crois que ça a déjà fait le sujet dans une late d'un énervement du chat. Ah, c'est possible, ouais. Ah, ouais, c'était peut-être sur un autre film encore, hein. Non, je crois que c'était Matrix en particulier. Ah, d'accord. Bon, Et je l'ai pas on vu va pas te repourrir dessus alors. la dernière fois, j'ai dit, promis, je vais le regarder bientôt. Et là, du coup, ça va faire 1 an. Et désolé. Mais maintenant, il a plein de matchs des Spurs à regarder. Il a pas que ça à faire de regarder Matrix. Mais Non, et puis je classique. regarde je regarde les mêmes dessins animés en boucle, hein, le film des Simpsons, évidemment. Ouais, j'aime pas le film en vrai, mais effectivement, je regarde quand j'ai du temps, du coup, je regarde des matchs de basket. Alors que moi, je n'ai pas vu le film des Simpsons, par exemple, tu vois. Mais non, mais c'est pas vrai ça. Attends, J'ai vu un paquet d'épisodes des Simpsons depuis petit, mais mais t'es un malade mental, t'as un problème. C'est pas possible ça. ne me fais pas passer pour. Non, mais je suis désolé, tu peux pas.
tu ne peux pas juste. Tu Tu peux dis pas. toi-même qu'il est pas très bien. Non, mais ça va quand même. Enfin, D'accord. c'est Simpson. T'as pas vu. Et C'est vrai, t'as pas vu Spider Cochon? si, C'est bah, incroyable. j'ai vu le passage Spider Pig, c'est bon, ça, on l'a vu 50 000 fois, c'est bon. Ah, mais regarde le film, je sais pas, enfin, fais ton travail. Fais ton travail de journaliste, d'investigation, intéresse-toi. Mais non, mais t'as vu l'épisode au moment où il y a Yao Ming dans Les Simpsons? Ah, c'est très possible. Par contre, ça fait un paquet d'années que j'ai pas vu un épisode des Simpsons. C'est Non, mais vrai, il y a pas de nuance quand on parle des Simpsons, les gars. On regarde le film des Simpsons, c'est tout. Si James Harden n'a pas vu le film contre fin des Simpsons, je peux vous dire que je rejoins le mec de Bally Sport, c'est que je le défends sur place. Pas de problème. mais j'avais vu par contre la vidéo où il montre à chaque fois que les Simpsons avaient prédit tel ou tel truc et tout, et c'est assez ouf, ouais. Il y a des bouquins là-dessus même. Moi, j'ai lu un bouquin là-dessus qu'on m'a ramené de New York en particulier. Ouais. Bref, sujet passionnant. Moi, j'étais plus South Park en fait, je crois. Je viens juste de me refaire tout ça au Spark parce que ça fait partie des trucs dans ma rotation. Donc, D'accord. C'est-à-dire que je te quand c'est pas comprends des aussi. dessins, quand c'est pas des dessins animés, ton cerveau n'imprime pas en fait, c'est ça. En vrai, là, je viens de finir Young Sheldon, du coup, la série. Je regarde des séries. C'est vrai que moi, en fait, je suis très exigeant avec les séries. Je suis beaucoup moins avec les dessins animés. Et en fait, j'adore l'animation, j'adore le doublage. Donc, moi, les dessins animés, c'est carrément mon truc. Et souvent, ils partent plus loin parce que bah, c'est beaucoup plus facile quand tu as des dessins que quand tu as des humains. Par exemple, Rick et Morty, j'adore. Ça part dans un délire complet. Et c'est vrai que ça, dans une série, ce serait complètement what the fuck. Donc, moi, j'aime bien ce côté-là, voilà. Pour ça, je lis que du fantastique, comme Victor d'ailleurs. Et je regarde que des dessins animés comme Greg Oden. On te souhaite une carrière plus longue que Greg Oden. Bah écoute, on verra bien parce que moi, je suis comme lui en tout cas pour l'instant. Tout aussi grand, tout aussi musclé et tout aussi fan de dessins animés. Bah, moi, je suis moins sensible aux dessins animés, je pense, je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré South Park. J'aimais bien les Simpsons aussi, tu vois, mais j'accroche plus avec les séries classiques. Je sais pas. Ah, attends, comment ça on nous rappelle au basket quand on parle de foot, il y a personne dans le chat pour me soutenir, donc je suis désolé, mais là on parle de C'est Simpson, on vrai, parle de Simpson. c'est vrai. Non, mais Matrix, tu Je suis- regarderas, je pense que tu. Parce que ça fait partie des trucs, j'allais dire vieux, enfin, c'est vieux sans être ultra vieux, hein, mais c'est pas les premiers Star Wars non plus, hein, mais c'est un des trucs vieux qui ont très bien vieilli, je trouve. Je l'ai revu il y a pas si Alors longtemps et attends, le premier a très très bien vieilli, je trouve. on va faire un truc pour déterminer ce qui est vieux ou pas, on dit que ce qui est plus vieux que moi, c'est vieux. Alors Matrix, c'est sorti quand? 99, non? Bah c'est vieux, je suis désolé. 99, ouais. Pouh. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Après, le reste des Matrix est sorti après, je crois. Mais t'as regardé, les gens Ouais, dans le bah, chat, ils sont au taquet, 99, 99. tu te rattrapes comme tu peux, il n'y a pas de problème, mais bon, voilà, c'est. La vérité, elle est là en tout cas. Tu aimes des films qui sont plus vieux que moi. Ouais, bah oui, non, c'est sûr. Mais même ça vaut pour la musique et tout aussi, hein, je suis désolé, mais. Alors que. Mais moi, je porte un t-shirt Led Zeppelin C'est vrai, avec mon tatouage Led Zeppelin et il n'y a pas de problème. Alors, je vanne, d'accord, mais très bien. je respecte ce qui est né avant moi, il n'y a pas de problème. Pas de problème, les gars. Alors que Loulou en profite pour me mettre un tacle à la gorge sur. Enfin, gentillet sur Marseille qui a perdu à Lens. Je pense que c'est le moment de conclure. Mais oui, c'est exactement ça. Et puis, il y a un match des Spurs dans 30 Il minutes y a un que je match vous invite à d'espoir dans 30 regarder minutes parce si tu que veux avoir le temps de te manger un petit truc. Parce que là, donc là, il est quoi? Il est quoi, 18 h chez toi? 18h, c'est ça. Moi, 18 h. je verrai bien. Soit je mange devant le match et j'écris après. Très bien. Mais effectivement, Chet contre Victor, ça se manque pas. Donc il faut le Absolument. regarder. Je suis complètement d'accord. Je ne vais pas le manquer d'ailleurs. Le temps de rentrer chez moi, le match n'aura pas démarré. Donc je vais regarder ça avec attention. J'espère que vous allez suivre aussi ce match. On en parlera demain matin dans la late session avec Antoine. Si Dans le notre Antoine scurf, Pinel attention. national. De quoi? Parce que t'as dit dans la late session, mais dans le scurf, vous allez Dans en le, parler. comment tu dis toi déjà? Scuffer? Soit je dis le scurf, soit je dis le scuffer. Ou Scuffer. le scuffer, tu vois. Scuffer Mais heureux. ça n'a pas de sens. C'est vrai que Ça, c'est vraiment gratuit. CQFR, c'est un peu. Ouais, tu trouves que c'était pas assez digeste? Ah, mais si, complètement, c'est comme CQFD avec un R, mais juste, moi, ça me fait beaucoup rire de juste le lire, le scurf, tu vois. Scuffer. J'arrive sur le truc, je me dis, oh tiens, un nouveau scurf. C'est trop bien. Donc on Et en ligne de stats parlera. de Victor, Ouais. 22 points à 4 très mauvais pourcentage, 12 rebonds et 4 passes. Voilà. Et les stats de Chet, parce que là on parle de Victor, on parle beaucoup de Victor, mais Chet Holmgren fait un début de saison exceptionnel pour un rookie. Chet Holmgren, Ah,
16 points, 8 rebonds avec un bien meilleur pourcentage, par contre. D'accord. Pour, De, pour moi, c'est la grande différence. de 3 contre aussi. Voilà, ça, je compte pas, j'aime pas les contres. Mais Je compte, j'aime pas les contres. Arbitrairement, j'ai décidé que les contres n'existaient pas. non, mais en vrai, j'adore les contres. Je rallonge cette session, mais j'aime beaucoup les contres de Chet et de Victor parce que ces deux joueurs, je trouve, qui ont une super capacité à garder le ballon quand ils font un contre Mhm. et qui ont un énorme cerveau et qui, juste, enfin, je trouve ça dingue d'ailleurs, d'être capable d'être en retard, de rattraper ton défenseur et de quand même réussir à toujours ramener la balle. Ils ont cette capacité qui est énorme et qui manque désespérément à Hassan Whiteside. Et en fait, moi, les joueurs qui m'énervent, tu vois, c'est les mecs comme Whiteside qui balancent la balle dans les stands. Ah, qui En joue au fait, mon gars, volleyball. Ouais. bah, c'est impressionnant, mais du coup, tu as perdu la possession. Donc moi, la plupart des contres, enfin, je trouve que le contre, c'est très surcoté parce que souvent, il y a l'équipe adverse récupère la possession. Mais les contres de victoire de Chet, effectivement, ils sont formidables. Deux défenseurs incroyables et hâte de voir ça. Je pense deux contre, trois contre chacun, mais je m'en fous en vrai. Très belle phrase. Les contres, c'est surcoté et ouvrez les crochets, 3 petits points. On s'en fout en vrai. Je trouve que c'est bien comme phrase de conclusion pour cette late session. Merci Benjamin, merci d'avoir remplacé au pied levé Antoine, auquel qu'on salue évidemment. On espère le retrouver demain matin. Tu passes quand tu veux, toujours dans la late session. Hein, tu es toujours le bienvenu. Même si Antoine est là d'ailleurs. Même si je sais que Bah, vous je avez préfère tellement. inviter Antoine, hein. Ouais, bah oui, On est en, vous pourrissez tellement quand vous êtes ensemble qu'on bah, n'aura on est même en pas le temps de clash, hein. parler. Mais écoute, Il y a des quelle, raisons, tu sais bien, tu sais bien. quelle photo de couve demain? Et, on a parlé de quoi? Ah, on va peut-être mettre Matrix, hein, je crois. Hein. Parce à chaque fois dans les sessions, on met une petite miniature d'un sujet qui n'a rien à voir avec le basket dont on a parlé. Un coup c'est Philippe Poutou, un coup c'est Suzanne Vega, un coup c'est Félix ou Alexis Lebrun du tennis de table, je sais plus lequel on avait mis. Mais Je veux aussi Spider Cochon sur la couve, s'il te Spider plaît. Cochon, bah, je vais demander à Théo d'arranger ça alors. Matrix et Spider Cochon avec un joueur de basket dont on aurait beaucoup parlé, genre James Harden, ou voilà. À tout hasard. Au hasard. Donc merci à tous les laters d'avoir été encore très nombreux. Je voyais qu'on était souvent autour de 100. C'est vraiment cool de pouvoir parler avec vous à chaque fois comme ça, tous les mardis. N'hésitez pas à commenter aussi sur YouTube. On essaie de vous répondre autant que possible. Allez voir le Mob Deep de Ben. Lisez Ben aussi qui écrit des articles après chaque match des Spurs. Et d'ailleurs, s'il a envie d'écrire sur autre chose que les Spurs, il a tout à fait le droit. Hein, mais nous, on est content quand il écrit aussi sur les Spurs parce qu'il nous amène point de vue Je inside. suis content aussi. Voilà, Voilà, j'aime bien aussi, il n'y a pas de problème. j'aime bien. Et donc voilà, continuez de lire tout ça. Dernier petit rappel sur l'annonce qu'on vous a faite ce matin sur le livre Une saison en enfer dont je vous avais mis le lien. Je vais vous remettre une dernière fois le lien. Désolé pour l'instant promo, mais on n'est pas les meilleurs, j'allais dire Non, on n'est pas. promotionneurs mais Moi, je trouve qu'on n'est pas désolé, juste super bouquin. Enfin, je l'ai pas lu, mais je suis sûr qu'il est super. Donc, je vous, cliquez, achetez, moi j'achète. moi, Voilà. je l'ai lu, je vous le confirme, il est vraiment très très bien. Et voilà, on vous en reparlera de toute façon un petit peu demain matin, je pense. Hein, avant de parler basket. Euh, tu ne précommandes pas parce qu'Antoine devait faire le vendeur, mais il viendra faire le vendeur, vous inquiétez pas. Passez une bonne nuit, bon match des Spurs dans 24 minutes, à toi Ben et à tous nos chers Laters, et à la semaine prochaine. Yes, salut, à la prochaine. Ciao.